Salutations les gens, vous vous apprêtez à regarder la compilation de tous les épisodes de Narutologie qui courent la première partie du manga. On est parti pour presque 2 heures d'analyse grotesque, d'analyse chefesque sur le manga Naruto. On se revoit bientôt pour le début des reviews de Naruto Shippuden. En attendant, je vous laisse replonger avec nostalgie dans cette rétrospective. Que la passion vous guide, bien sûr. Oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Crystal of Atlan. Oui. C'est un tout nouveau MMO action RPG Magipunk dispo sur iOS, Android, PC et PlayStation 5 et franchement ça envoie du lourd. Dans ce jeu vous incarnez un aventurier de la guilde Thornbird, dans un monde où la magie et la technologie s'entremêlent. Visuellement c'est magnifique, mais surtout les sensations de combat sont ultra satisfaisantes. Vous avez 12 classes débloquées dès le début, pas besoin de grind pour tester ce qui vous plaît, et chaque classe propose plus de 20 combinaisons de compétences, les mousquetaires, les swordman, les magisters et bien d'autres. Comme la toute nouvelle classe Mistrix, proche de la classe Mousqueteer, mais avec une mallette d'armes qui se transforme en moto surarmée pour détruire les ennemis dans les airs. Le système de combat est super fluide, ultra nerveux avec des combos aériens qui ajoutent une vraie dimension verticale. On peut jongler entre esquive, enchaînement au sol, puis projeter l'ennemi dans les airs, et finir le combo là-haut. Un régal. Et pour ceux qui aiment le jeu en équipe, il y a de la coop en donjon, un système de flotte de guildes, et même du PVP équilibré, en 1v1 ou 3v3. Et là où ça devient vraiment cool, c'est qu'en ce moment, il y a une collab exclusive avec One Punch Man, jusqu'au 26 juillet. Oui, vous pouvez carrément jouer avec Saitama grâce à un badge de transformation, Boros étant boss des ventes, ainsi que plein de bonus, des avatars, des pets et plus encore. Crystal of Atlan, c'est du pur fun, un vrai vent frais dans le monde du MMO. Et c'est dispo gratuitement dès maintenant. Et tout ça, c'est via le lien en description, testez-le, vous allez kiffer. Oui, que la passion vous guide. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce premier numéro de Narutologie, l'émission entièrement consacrée à Naruto et son univers. Et oui, je vais dire Naruto, parce que je fais ce que je veux, je vais pas dire Naruto, je vais dire Naruto. Parce que c'est comme ça. Alors je sais ce que tu vas te dire. Oui, c'est exactement le même principe que Dragon Ballologie, mais sur l'univers de Naruto. Voilà, donc là je t'entends déjà dire, mais à quand les One Pieceologie, chef? Bon déjà parce que One Pieceologie, déjà ça sonne beaucoup moins bien. Et en plus, pour faire des One Pieceologie, il faudrait que je relise le manga One Piece depuis le début. Et là, j'ai pas le temps. Déjà, je me suis remis à Naruto sur un coup de tête, déjà. Bon, je te raconte la petite histoire, parce que j'aime bien raconter des petites histoires. Voilà. Bon, moi à la base, j'ai jamais eu les tomes de Naruto chez moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'avais pas de thunes pour acheter les mangas. Donc qu'est-ce que je faisais? Soit je les empruntais à la bibliothèque, soit c'était des potes fortunés qui me prêtaient leurs tomes. Ouais, parce que moi à mon époque, les scans ça existait pas. Enfin, ça existait, mais de toute façon, j'avais pas d'ordinateur et j'avais pas internet. Donc moi j'ai lu Naruto à l'ancienne, ou alors j'allais squatter les rayons de la Fnac et je lisais en Tsum Tsum avant de me faire virer, tu vois. Donc du coup voilà, donc l'autre jour je me baladais en ville. C'était un samedi matin, tu t'en bats les couilles, mais je te le raconte quand même. Je dis, tiens, j'ai un peu de sous, j'ai envie de dépenser des sous aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et je rentre dans une boutique, et là, je vois un présentoir à manga. Et il y a toute la collecte des Naruto, et ils sont à 3 € le tome. Je fais, tiens, je vais acheter les tomes de Naruto. Du coup, j'ai acheté que les 5 ou 6 premiers. Ouais, parce que j'avais pas tant que ça de sous à dépenser, en fait, parce que la YouTube Money, toi-même, tu sais... Du coup, j'ai acheté les 5 premiers tomes, et j'ai tout relu. Et en fait, en lisant, je me suis repris... À avoir cette nostalgie et à kiffer en fait. Et du coup je dis vas-y je fais les Narutologie. Je vais lancer Narutologie, il faut que je parle de cet arc que j'ai lu, qui est génial. Ouais. Du coup c'est parti pour ce premier Narutologie. Générique. Non je déconne, y a pas de générique, j'ai la flemme d'en faire un. Allez. L'élément qui fait qu'une série va cartonner et durer dans le temps, c'est quasiment toujours le second arc. Parce que le tout premier arc, attention, il peut être très cool, mais t'es obligé de ménager dans monture, t'es un petit peu encombré avec tout ce qui est présentation de personnages, exposition, présentation de l'univers et tutti quanti. Donc quand tu racontes le premier arc, t'es obligé de te mettre un petit frein pour que le lecteur ait le temps de prendre le train en route
et ainsi comprendre l'histoire, rentrer dans le bain si tu veux. Donc tu dois ménager ta monture, tu peux pas totalement te lâcher avec le premier arc. Mais une fois le premier arc passé, que le gros de l'exposition a été posé, que les personnages ont été introduits, là tu peux commencer à envoyer la purée, là tu peux te lâcher, là le manga que t'écris peut commencer à révéler tout son potentiel. C'est le cas avec le 21e tournoi dans Dragon Ball, c'est le cas avec l'arc des Chevaliers Noirs dans Saint Seiya, c'est le cas avec Battle Tendency dans Jojo, et c'est le cas dans l'arc qu'on va aborder aujourd'hui, l'arc Zabuza. Petit résumé pour ceux qui auraient la mémoire courte. Naruto et l'équipe 7 se font assigner une mission d'escorte. Non, pas ce genre d'escorte. Ils doivent accompagner et protéger le constructeur de pont Tazuna, qui doit rentrer au pays des vagues pour terminer la fabrication d'un pont censé sortir le pays des vagues de son isolement, et lui apporter prospérité. Mais sur le chemin, ils se rendent vite compte qu'en réalité, Tazuna est la cible d'assassins engagés par l'homme d'affaires véreux Gato, dont la construction du pont ferait du mal au business. Et parmi ces assassins, il y a le fameux Zabuza, accompagné de son fidèle Aku. Ouais, je pose les bases de l'histoire vite fait. Bref, pourquoi cet arc est génial? Déjà parce que c'est le premier véritable arc du manga. Bon, et le premier était sympa, mais c'était surtout de l'exposition, comme je te le disais, et de la présentation de personnages. Ici, on commence les vrais bails. On a de vrais antagonistes, de vraies péripéties, et surtout des enjeux plutôt sérieux. C'est ici que la rivalité / amitié Naruto versus Sasuke va commencer. Oui, je sais ce que j'ai dit, que pour moi je ne vois pas Naruto et Sasuke comme des potes, mais à ce stade de l'histoire, c'était encore crédible cette histoire. Naruto, confronté pour la première fois à la réelle violence du monde des ninjas, se retrouve tétanisé quand les frères démons les attaquent par surprise. C'est là que Sasuke, que je trouvais tellement stylé à l'époque, défonce les deux loustiques avec classe et en profite pour traiter Naruto de sale trouillard. Là, c'est le coup dur pour Naruto. Le gars veut devenir Hokage mais incapable de réagir à la première embrouille, tandis que Sasuke a fait le taf proprement. Ouais, jusque-là, il prenait Sasuke pour un frimeur, mais là, il se rend compte que des deux, c'est lui la grande gueule. C'est lui qui a encore plein de choses à prouver. Il se rend compte qu'il a énormément de chemin encore à parcourir. Il va devoir aussi prouver sa valeur à Sasuke. Ouais, Naruto va aussi croiser la route de Inari et Aku, Namatata. Petit rappel de qui est Inari. Inari, c'est le petit-fils de Tazuna, qui n'arrête pas de couiner que ça sert à rien de finir ce pont, parce qu'on peut pas s'opposer à Gato. Les héros ça existe pas, bla bla bla. Le gosse a perdu son père adoptif, qui a refusé de se soumettre par conviction à Gato. Résultat, il s'est fait tuer sale, laissant son fils seul avec son chagrin. Naruto va être confronté à la peine de ce gamin, qui ne croit plus en rien parce qu'il est convaincu d'avoir tout perdu. Mais pour Naruto, c'est clairement pas le cas, il a encore une famille, des rêves, des raisons de se battre. Naruto, lui, a vraiment tout perdu, ou plutôt, il n'a jamais rien eu. Le seul truc qu'il a dans la vie, c'est sa volonté de montrer sa valeur et de se battre pour ce qu'il croit être juste. Admettre qu'Inari a raison, ce serait admettre que sa vie n'a pas de sens. Il va donc lui montrer qu'on peut surmonter sa solitude, sa tragédie, pour en faire une source de courage et protéger ceux à quoi on tient. Aku, quant à lui, tout comme Naruto, a toujours été seul, abandonné et rejeté de tous. Il s'est désespérément dévoué à la seule attache qu'il a pu trouver, Zabuza, allant jusqu'à renier son propre statut d'être humain, se considérant comme un outil, une arme à son service, simplement pour avoir un semblant d'importance dans la vie de quelqu'un. Il n'a aucun rêve, aucun autre but que de servir Zabuza. Ces deux personnages représentent très clairement pour moi deux chemins que Naruto aurait pu emprunter face à l'un de ses plus vieux démons, la solitude. Naruto aurait pu abandonner ses rêves et sa volonté, devenir simplement un gamin ronchon qui chiale parce que la vie c'est pas juste, comme Inari. Ou il aurait pu s'attacher à n'importe quelle personne qui lui aurait témoigné un minimum d'attention, et vivre à ses dépens comme un chien dévoué à son maître. Heureusement pour Naruto, il est tombé sur le gentil Iruka, qui l'a poussé à s'affirmer et à se dépasser, pas sur un Zabuza qui pense qu'à se servir des gens dans son intérêt. Du coup, raconter ces trois histoires en parallèle, c'est plutôt une bonne chose. Côté Sasuke, c'est plutôt intéressant, on commence à explorer légèrement les motivations du personnage, et on se rend compte du potentiel de dingue du perso, et quand il a lâché les Sharingan, on n'en pouvait plus, c'était trop ouf. Puis juste derrière, t'as la transfo en Kyuubi de Naruto, incroyable. Sakura, quant à elle, elle était là, quoi. Ouais. C'est dans cet arc aussi qu'on a le tout premier entraînement du manga. Alors les entraînements, beaucoup trouvent ça chiant, mais c'est une étape absolument essentielle, obligatoire dans ce type d'histoire en réalité. Il faut voir ça comme un combat, non pas contre un antagoniste, mais contre le personnage lui-même. Il affronte ses limites. C'est l'épreuve intermédiaire qui justifiera le triomphe lors du vrai combat. L'entraînement d'un perso lui permet de réaffirmer ses objectifs, de définir ses capacités, de mettre à jour ses faiblesses. Et ça le fait pour le perso aussi bien que pour le lecteur d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire ces scènes soigneusement. Par exemple dans Dragon Ball, c'est très rarement fait ça. Dans One Piece aussi d'ailleurs. Ah, je dis pas que c'est un défaut, je constate. C'est aussi dans cet arc que l'on rencontre le premier véritable méchant. Et
Quel méchant d'ailleurs! Zabuza Momoshi, déserteur du village de Kiri, le démon de la brume. Quelle classe, quelle prestance! Sa première apparition reste un putain de traumatisme. Jusque-là, le manga va un petit côté Harry Potter à l'école des shinobi, mais quand Zabuza débarque, là on rentre dans les méchants bails. Épée démesurée, pas de sourcils, gros psychopathe qui fait même flipper Sasuke. Son duel face à Kakashi est aussi le premier véritable combat de ninja à la Naruto. Bon déjà, rien que le délire du Sharingan et de Kakashi le ninja copieur, ça a rendu tout le monde ouf. Mais les jutsu à base de dragons géants en flotte, on était clairement pas prêts. Puis c'était encore cette époque de Naruto où le combat ninja n'était pas que pyrotechnique. Ça se passait à coups de shuriken, de kunai, de parchemins piégés, de permutations, de coups de schlass dans le foie dans le brouillard. C'était cool, c'était différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les autres mangas du genre. Et c'est là qu'on se rend compte que Kakashi sous ses airs de branleur est un putain de ninja d'élite en fait. Puis surtout, Zabuza a été le premier personnage, le premier méchant à inaugurer la formule méchant de Naruto, qui a depuis été reprise dans quasiment tous les shonen du genre. Cette formule des méchants de Naruto, je te l'explique, elle est en plus ou moins 4 phases: tragédie, cruauté, tragédie, rédemption, explication. Et ça rime en plus. Ouais. Zabuza a subi l'examen ninja du village de Kiri, qui consiste en un gros battle royal. Il a été forcé de tuer plein de gamins, probablement ses potes pour survivre. Ce n'est pas explicite dans le manga, mais on peut largement supposer que ça l'a rendu un peu timbré. Tragédie qui l'a rendu cruel. C'est un mercenaire sanguinaire surnommé le démon. Puis il rencontre Aku, puis arrivé au pays des vagues, Aku meurt pour le sauver. Seconde tragédie, et suite à ça, il se rend compte qu'il aimait Aku, et trouve la rédemption en tuant Gato et en libérant le pays des vagues de son emprise. À peu près tous les méchants de Naruto suivent ce schéma. C'est avec Zabuza que Kishimoto va nous indiquer que son manga ne sera pas manichéen. Alors manichéen, qu'est-ce que ça veut dire grosso merdo? Ça veut dire que d'un côté il y a les gentils tout gentils et les méchants pas beaux. Par exemple Dragon Ball, par bien des aspects, on peut dire que c'est vachement manichéen. Encore que, ça se discute, faudra qu'on en parle un jour aussi. Ouais. C'est avec cet arc Zabuza que l'on commence à explorer la complexité et la densité de l'univers de Naruto. Un monde extrêmement nuancé où la limite entre le bien et le mal est très abstraite. Un monde dur, cruel et souvent absurde. Et le tout c'est de confronter l'optimisme et la détermination de Naruto à cette absurdité en fait. Et quand on arrive à la fin de l'arc, est-ce qu'on considère encore Zabuza et Aku comme étant des ennemis? Non, Zabuza le dit lui-même à Kakashi. Vu que Gato ne veut plus que je tue Tazuna, nous n'avons aucune raison de nous battre. Ils n'ont aucune raison de se battre si ce n'est que des intérêts supérieurs ont décidé qu'ils devaient s'entretuer. C'est le monde des ninjas qui les a fait s'affronter. Zabuza et Aku ne sont que des victimes, et Naruto et la Team 7, bien qu'ils aient en quelque sorte sauvé le pays des vagues et remotivé Inari, ont quand même les morts de Aku et de Zabuza sur la conscience. Dans ce monde, la victoire a un prix. Cet arc a beau être très court en comparaison des arcs suivants, il est extrêmement dense et surtout il est maîtrisé. Palpitant de bout en bout, subtil, intelligent, juste. Avec un second arc de ce niveau, Naruto faisait son entrée quasi à coup sûr au panthéon des plus grands shonen, au deuxième arc. C'est balèze, ouais. Comme tu le sais sans doute déjà, il s'agit d'un arc plutôt dense qui se compose de plusieurs parties. Alors je vais moi aussi l'aborder en plusieurs parties. J'aborde donc la première partie aujourd'hui et la seconde le mois prochain. 2 vidéos, donc plus de vues. Et en plus avec la double monétisation qui est passée à 8 minutes, c'est vachement rentable. T'es un peu relou à toujours parler de pognon, même si cette vidéo est certainement sponsorisée d'ailleurs, mais bon... Ouais. Bref, petit rappel, l'arc de l'examen Chunin, de quoi qu'est-ce que ça parle? Quelque temps après les événements de l'arc Zabuza, Kakashi convoque l'équipe 7 pour leur parler de la tenue à Konoha du prochain examen Chunin. Un examen qui permettra pour ceux qui le réussissent de passer d'aspirant ninja genin à ninja de 3ème classe Chunin. Les phases de qualification se passent par équipe de 3 et la phase finale en individuel. Mais en réalité, derrière ce tournoi se trame une machination qui pourrait causer la chute de Konoha. Pour la faire courte. Pourquoi cet arc est légendaire? Déjà parce que c'est là que Kishimoto va nous montrer sa maîtrise et sa totale compréhension d'un gros morceau de la culture shonen. Que dis-je? D'une tradition de la culture shonen. Je parle bien évidemment des tournois. Parce que oui, tous les grands shonen ont à un moment donné
un grand tournoi. Et à quoi sert un tournoi? Eh bien déjà, propose au lecteur une succession d'affrontements effrénés, sans avoir à justifier autrement que c'est les règles. C'est aussi un formidable prétexte pour injecter à l'univers un grand nombre de nouveaux personnages, sans avoir à expliquer d'où ils sortent. Le tournoi est sans doute la forme la plus épurée de récit shonénique, car il permet de se focaliser sur l'essentiel, le développement et l'évolution des personnages, sans avoir à s'encombrer de justifications contextuelles, même s'il y en a toujours forcément un peu, surtout dans cet arc-là. C'est avec cet arc qu'on commence à comprendre l'aspect géopolitique de l'univers de Naruto, l'équilibre des forces entre chaque village, etc., etc. Mais revenons aux personnages. En effet, c'est avec cet arc que Kishimoto va nous introduire la grande majorité des personnages qui nous accompagneront tout au long du manga. Notamment les autres aspirants ninja de Konoha, qui sont tous des personnages stylés. Rock Lee, Neji, Kiba, Shikamaru, Shino, quel style! Bon, y a que Tenten qui sert vraiment à rien. Rajouter ces persos nous a permis de situer la place, le niveau de la Team 7. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la concurrence est rude au sein même du village de Konoha. Alors imagine le level des autres villages. Et le level des autres villages est élevé. Gaara, Temari, Kankuro, de Suna, les 3 connards d'Oto no Kuni, avec tous ces candidats, ça ne pouvait que donner un arc badass. Et le défi avec ce genre d'arc, c'est de réussir à rendre tous les personnages intéressants à leur façon. Il faut qu'au travers de toutes les épreuves, des différents combats, des différentes difficultés qu'ils rencontrent, mettre en avant leur personnalité, leur motivation, leur objectif, leurs doutes, et de les faire entrer en résonance avec les motivations et les objectifs des personnages principaux. Ce que Kishimoto va faire avec brio pour quasiment tous les personnages, sauf pour Tenten. On sait pas ce qu'elle fout là. Et ça, Kishimoto va le faire en utilisant un procédé narratif qui va très vite devenir son signature move, son spécial, son ultime, son combo favori. Je parle bien évidemment d'introduire des flashbacks en plein milieu des combats, faisant ainsi des combats une allégorie des luttes que mènent les personnages dans la vie. On va y revenir plus tard. On parle des personnages, mais il faut aussi parler de nos héros, Naruto, Sasuke et Sakura. Cet arc va à la fois renforcer leur lien en tant qu'équipiers, mais va aussi marquer davantage leurs différences. Oui, je sais, ça sonne un peu paradoxal, mais ça ne l'est pas vraiment. Prenons par exemple l'épreuve de la forêt de la mort dans laquelle il se passe pas mal de dingueries. Ils ont réussi à déjouer pas mal d'embûches parce qu'en tant qu'équipiers, ils se connaissent bien, et ils se font confiance. Mais en même temps, ces épreuves ont mis en avant leurs points faibles. Naruto est trop impulsif et ne réfléchit pas assez. Sasuke est trop sûr de lui et perd pied dès qu'il n'a plus le contrôle de la situation. Et Sakura, elle se rend définitivement compte qu'elle sert pas à grand chose et qu'un putain d'écart se creuse entre elle et ses deux comparses. Tout ça est parfaitement synthétisé dans un de mes moments préférés de tout le manga, l'attaque d'Orochimaru. Putain de merde, ce passage est beaucoup trop bien. Quelle entrée en matière pour Orochimaru! Avant, on a eu Zabuza qui faisait flipper, mais Orochimaru, on est sur un autre level. Bon, depuis le perso est parti un peu en couille, mais quand même, Orochimaru va aussi ouvrir une petite porte sur le passé de Konoha, et va, avec Gaara, être la première vraie menace d'envergure dans l'univers Naruto. Et pas des moindres! Voir Sasuke se chier dessus et paniquer alors que 5 pages avant il était trop déter, ça fait toujours quelque chose. D'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure période de Sasuke. Le gars était badass. Et c'est là que Naruto débarque et fait face à Orochimaru sans trembler des genoux. Sauf Sasuke lui sort « Alors, pas trop de bobo, espèce de trouillard ?» Soit la phrase que Sasuke lui avait sortie à l'arc d'avant. Ce qui réveille Sasuke et nous offre une masterclass de bagarre. Même dans l'animé, ce passage est trop stylé. C'est après ça que Sasuke et Naruto vont se respecter. Mais ça va en même temps renforcer leur rivalité. Quant à Sakura... elle est là, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai, je suis un peu médisant. Elle a eu son petit quart d'heure de gloire lorsque les gars d'Oto l'ont attaqué dans la forêt et aussi lors de son duel contre Ino. Mais bon, à part ça, y a rien de bien folichon. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le Narutologie précédent. Puis il y a la première métamorphose de Sasuke. Sans déconner, à l'époque, quand on a lu ça, on était tous comme des dingues. Quel moment épique! Le gars était sombre et badass de ouf. Puis vint le tournoi éliminatoire, et c'est là que la plupart des nouveaux persos vont se révéler. Shikamaru et son sens de la stratégie, la rivalité de gamine de Sakura et Ino, Hinata, Neji, bon pas Tenten. C'est là que pour la première fois, Naruto va enfin se faire remarquer positivement aux yeux de tous, lors de son combat contre Kiba, dans lequel il a montré sa ténacité et son inventivité. D'ailleurs, même Sasuke lui lâche avant le début du tournoi « Toi aussi, il faudra que je t'affronte », montrant l'évolution de leur relation et un autre but atteint par Naruto. Et il faut absolument que je parle de la grosse dinguerie de cette première partie. Et je sais que tu sais que je sais que tu sais de quoi je veux parler. Je parle bien évidemment du fantastique combat Rock Lee contre Gaara. Ouais.
qui est une masterclass, et encore aujourd'hui ça reste un de mes combats préférés de tous les temps. Il y a tout dans ce combat, du flashback émouvant, des techniques stylées, de l'esprit shonen et du drame. Ce combat nous révèle un Gaara impassible, froid et cruel, et nous présente un Lee généreux et flamboyant. Ce combat illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure. C'est une allégorie de la lutte que mène Rock Lee contre la fatalité. Rock Lee est incapable de produire le moindre ninjutsu ou genjutsu. Il ne descend pas d'une grande lignée et n'a aucun talent naturel, comparé à son rival et équipier Neji. Toute sa vie, le gars a voulu montrer qu'il était capable d'être un grand ninja. Il a toujours voulu combattre la fatalité, accomplir son propre destin. Et le voilà face à Gaara, qui semble indestructible et face à qui il va tout donner et presque tout perdre. Cette histoire est tragique et fait clairement écho au parcours de Naruto. Lui aussi veut prouver sa valeur au monde et construire son destin. Avec la défaite de Lee, il comprend qu'il peut lui aussi, malgré tous ses efforts et sa détermination, échouer et tout perdre. Mais en réalité, la défaite de Lee n'en est pas totalement une. Il a pu prouver au monde entier qu'il était un grand ninja. Quand je repense à ce combat, que ce soit en animé ou en manga, je ressens des frissons de passion. Et ça, c'est beau, putain. Cette partie de l'arc a un rythme superbement géré. Les péripéties sont inattendues et s'enchaînent à un rythme effréné. On s'ennuie jamais, on est toujours de surprise en surprise. Franchement, les scènes d'action sont méga stylées, l'émotion est au rendez-vous et on en profite pour élargir la mythologie de Naruto. Et ça fait tout ça en y injectant une bonne dose d'esprit neketsuesque avec le format examen / tournoi / épreuve. Et ça, je trouve ça stylé. Bref, cette première partie est une véritable masterclass, un cas d'école en la matière. La première partie, comme nous l'avions vu, reprenait la structure narrative ancestrale du shonen du genre, le tournoi à épreuve. Et cette seconde partie va le faire de manière encore plus directe avec la mise en place d'un véritable tournoi au sens Dragon Ballesque du terme. Mais va aussi faire la transition entre ces deux parties en usant d'un autre gimmick ancestral du genre, l'entraînement du héros. Alors oui, nous avions déjà une partie entraînement durant l'arc Zabuza, mais celle-ci est un poil plus poussée et deviendra en quelque sorte le maître étalon en matière d'entraînement dans le manga. Les entraînements narutoniens sont des étapes ultra importantes dans la construction et le développement du personnage. Durant ces entraînements souvent difficiles, Naruto devra faire preuve de persévérance et d'ingéniosité pour comprendre et dompter ses lacunes. Il devra faire face à ses doutes et les dépasser. Mais dans la manière qu'a Kishimoto de les mettre en place, de nous les raconter, il y a un double effet qui se coule. En effet, les entraînements dans Naruto sont ultra détaillés, le personnage doit maîtriser toute une série d'étapes avant de finalement maîtriser la technique souhaitée. Kishimoto détaille tellement que si le chakra existait vraiment dans notre monde, ces scènes seraient des putains de tutos. On pourrait se dire, c'est bidon de nous détailler à ce point le fonctionnement du chakra et des invocations, on s'en branle, il fait que du remplissage. Mais non, ces détails participent grandement à rendre son univers crédible. Et c'est là qu'il y a un double effet qui se coule en fait. Non seulement en nous expliquant le chakra et le fonctionnement des techniques, on croit davantage à l'univers parce qu'on a le sentiment de le comprendre en profondeur, mais ça nous permet aussi de mieux comprendre les difficultés et les enjeux que Naruto doit surmonter pour maîtriser la technique et avancer en tant que personnage. Prenons une scène en particulier. Quand Ibisu Sensei tente d'apprendre à Naruto de marcher sur l'eau, Naruto galère à doser son chakra. Puis bim, Jiraiya débarque, comprend qu'un saut apposé par Orochimaru empêche Naruto de bien contrôler son chakra, donc il enlève le saut et pouf, Naruto arrive à marcher sur l'eau. Cette scène, selon moi, peut raconter pas mal de choses. Ibisu est un sensei strict, pointilleux, qui suit la plus pure tradition shinobi. C'est un rigide. Pour lui, même s'il reconnaît à Naruto certaines qualités, Naruto ne parvient pas à marcher sur l'eau parce qu'il manque de concentration ou d'attention. En gros, c'est de la faute de Naruto. Naruto aussi se sent nul de ne pas réussir et pif paf, Jiraiya débarque. Et lui, c'est un sensei totalement opposé à Ibisu. C'est un excentrique, un original, un outsider qui ne suit pas les codes et il comprend direct que Naruto n'est pas un shinobi comme les autres. Et qu'il faut donc faire autrement pour lui enseigner les choses. Naruto n'est donc pas moins doué, moins assidu ou moins concentré que les autres, il est différent. Le saut d'Orochimaru symboliserait alors les normes qui entravent le potentiel de Naruto. Tu vois, ce n'est pas anodin, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui. D'ailleurs, je viens de l'évoquer, mais il faut aussi qu'on parle du personnage de Jiraiya qui fait ici son apparition pour la première fois. Kishimoto use une fois de plus d'un stéréotype ancestral du genre, avec un sensei excentrique qui se comporte d'une manière totalement opposée à ce qu'il est censé incarner, du moins en apparence. Il est censé être sage, serein et vertueux, il est loufoque, agité, dépensier, pervers et plus ou moins alcoolo. Et je trouve ça plutôt habile de la part de Kishimoto d'avoir un temps éloigné Kakashi comme figure de mentor pour Naruto, parce qu'en effet, Kakashi dans sa manière de se battre et son côté soldat d'élite taciturne, il correspond plus à la personnalité et au style de combat d'un Sasuke. Et si l'ambition de Kishimoto était déjà à l'époque
de préparer le terrain à un schisme Naruto-Sasuke, bah c'était un bon moyen assez subtil de nous montrer qu'ils étaient amenés à prendre des chemins différents. Puis vint le début du tournoi et le fameux combat entre Neji Hyuga et Naruto Uzumaki. Si le gros combat précédent, Rock Lee versus Gaara, nous montrait le drame de voir un rêve broyé par la dure réalité et laisser entrevoir à Naruto le prix de l'échec, le combat face à Neji est selon moi un conflit d'ordre beaucoup plus idéologique. En effet, d'un côté nous avons Naruto, ex-cancre, qui veut à tout prix s'extirper de sa condition pour être reconnu à sa juste valeur. Et de l'autre côté nous avons Neji, persuadé que notre destin est choisi à la naissance et qu'on ne peut rien y faire. Il ne s'agit donc pas ici tout simplement à Naruto de remporter le match, mais de prouver à Neji et à lui-même qu'il a raison de croire en ses rêves et qu'on est maître de son propre destin. Bah oui, parce que Neji finalement c'est un membre de la Bunke, branche inférieure des Hyuga, et malgré son immense talent de shinobi, il est persuadé que son destin n'est pas d'être libre, de ne rester qu'un membre secondaire du clan Hyuga qui ne sera bon qu'à mourir pour protéger Hinata. Alors qu'en fait on se rendra compte plus tard dans le manga que c'est exactement ce qui va arriver en fait. Alors que Naruto, lui, il va montrer au monde et à Neji qu'à force de persévérance, on peut façonner nous-mêmes notre destin. Et pour ça, il suffit de posséder Kyuubi, d'être le fils du 4e Hokage, l'élève de Jiraiya, un ninja légendaire, d'être l'enfant de la prophétie et la réincarnation d'un dieu shinobi. Ouais, en fait, Neji avait carrément raison. C'est con, hein. Mais c'est pas grave, parce que le combat était grave stylé, et puis surtout, il y a cette scène finale que je trouve incroyable. Alors que Neji gît au sol vaincu, Naruto lui révèle qu'il a toujours échoué à l'examen parce qu'il ne maîtrisait pas le clonage, mais qu'à force de persévérance, c'était devenu sa technique fétiche, technique qui lui a permis de vaincre Neji. J'avoue, là c'était stylé, et puis en plus c'est le combat qui illustre le mieux la formule qui va devenir, la marque de fabrique de Naruto, c'est-à-dire combat, flashback, combat, petite morale à la fin. Même si Kishimoto laissera tomber ses petites morales sur le destin vers la fin malheureusement. Mais quand même, la formule fonctionne. Bon, et ce tournoi mettra aussi en lumière d'autres personnages. Notamment Shikamaru, dont les combats sont toujours très cool. Le côté débilement intelligent qui élabore des stratégies de fou pour gagner, c'est toujours stylé. J'ai aussi beaucoup aimé l'attente, la hype que Kishimoto a réussi à instaurer autour du combat Sasuke-Gaara. Jouer avec le retard de Sasuke et le côté on a zéro info sur son entraînement, ni même où c'est qu'il est passé, et bim, cette arrivée légendaire débordante de classe intergalactique. Quand il se téléporte dans une tornade de feuilles avec Kakashi, ah je me souviens de la première fois que j'ai lu cette scène, j'étais comme un ouf tellement c'était badass, puis regarde-moi son look, putain. Cheveux longs, bandage, il était trop stylé le bâtard. Puis bim, le gars te sort le Chidori au KLM, dans une page incroyable en plus, et parvient à blesser Gaara pour la première fois de sa vie. C'était énorme. Oh, donc à une époque tu te peignolais sur Sasuke? Ouais, de fou, mais j'avoue que c'est sans doute l'une des dernières scènes où je l'ai trouvé légitimement cool. Après c'est devenu une espèce de pleureuse capricieuse, ça m'a un peu gavé. Mais comme tu le sais, le tournoi est assez vite interrompu à cause de Gaara qui est incapable de gérer ses émotions et ses pouvoirs. Il est sur le point de se déchaîner, ce qui force un peu la main à Otonokuni et au village de Suna de déclencher les hostilités. Ce qui nous montre ici le premier conflit ninja armé dans le manga. Et si l'arc Zabuza nous avait déjà offert un aperçu assez sinistre et violent du monde shinobi, cette partie de l'arc nous dévoile la bête dans son intégralité. Et vas-y qu'on ravage le village à coups de serpent géant, que ça se tend des embuscades, que ça balance des genjutsu, que ça s'égorge à coups de kunai et de shuriken. Ce conflit est intéressant parce que, comme je suis en train de te le dire, ça nous dévoile une autre partie non négligeable de l'univers, de la mythologie ninja et plus largement de Naruto, c'est-à-dire la guerre. Et c'est super intéressant pour les personnages parce qu'ils vont devoir évoluer dans un tout autre contexte. Et la guerre sera un peu le sujet récurrent du manga d'ailleurs. Il ne s'agit plus ici d'une simple petite compétition qui met à l'épreuve nos ambitions, nos désirs, notre motivation. Non, ici c'est la guerre, la vraie. Échouer ne signifie pas simplement apprendre de ses erreurs et réessayer plus tard. Non, ici échouer signifie la mort. Non seulement de nous, du personnage, mais aussi et surtout la destruction du village de Konoha. Et là, tout d'un coup, les enjeux passent au level supérieur. Il y a une scène que j'aime tout particulièrement parce qu'elle expose justement ce que je suis en train de te dire sur le côté les jeunes exposés à la réalité. Je parle de la scène où Shikamaru tend une embuscade à des ninjas d'auto pour permettre à Sakura, Naruto et le chien de rattraper Gaara et Sasuke. Shikamaru réussit son coup mais se retrouve à court de chakra seul face à 9 ninjas adultes entraînés. Et là, résigné à mourir, se met à regretter de ne pas pouvoir vivre la vie qu'il rêvait d'avoir. Une vie simple, paisible, pas guidée par des ambitions extraordinaires. Pour protéger ses amis et son village, il a été prêt à sacrifier ses rêves. C'est une réalité qui jusqu'ici n'avait pas tellement été abordée. On avait eu Rock Lee dont les rêves ont été momentanément anéantis par Gaara, qui nous expliquait les conséquences
conséquences d'un échec à accomplir ses rêves. Mais il me semble qu'on nous avait pas encore parlé que les rêves pourraient être sacrifiés pour le bien commun. Et je trouve ça intéressant. Il faut aussi qu'on parle du duel qui incarne le climax de l'intrigue secondaire de cet arc. Je parle bien sûr du duel Orochimaru versus Sarutobi, le 3e Hokage. Ce combat en a traumatisé plus d'un, et à juste titre. On avait déjà eu un aperçu des vrais combats shinobi avec le duel Kakashi-Zabuza, et plus tard, dans la forêt de la mort, un échantillon de la puissance d'Orochimaru. Mais là, on passe clairement à un level encore au-dessus. Là, c'est de la vraie shinobiserie level Hokage. Là, on prend conscience de l'ampleur du game. Orochimaru lance masterclass sur masterclass, et vas-y que j'ai trouvé le moyen d'être immortel, et vas-y que je peux invoquer les morts, et pas n'importe lesquels, j'invoque les 3 autres Hokage. Bon, pour le 4e, ça foire, mais du coup, on a aussi un aperçu de la puissance des 2 premiers Hokage, et bordel, ça déconne pas. Sarutobi n'est pas en reste et balance aussi plusieurs moves stylés. Mais pour une fois, je vais parler de l'animé, parce que la version animée de ce fight est exceptionnellement exceptionnelle. Si d'un point de vue purement esthétique, j'ai toujours trouvé ce duel incroyable, en le relisant, je me suis intéressé un petit peu à qu'est-ce que ça raconte. Et là, j'avoue que j'étais un petit peu paumé, parce que je n'ai pas compris l'impertinence des thèmes abordés dans ce combat par rapport aux thèmes abordés durant l'arc, en fait. Les motivations d'Orochimaru, présentées à cette époque, c'est-à-dire devenir immortel et contrôler ou détruire Konoha, semblaient étonnamment assez peu profondes. Orochimaru passe un peu ici pour un énième méchant savant fou génie du mal égocentrique, du genre à faire pleurer un gosse et à se marrer comme une baleine. Et je trouve que ça dénote pas mal avec la plupart des méchants qu'on nous a présentés jusqu'ici. Alors, hormis les 3 trous de balles d'Otto, Zabuza, Gaara, Neji, qu'on a pu considérer comme un méchant à un moment donné, bah c'était des antagonistes plutôt nuancés, qui étaient pas manichéens, c'était pas juste tout méchant. Ok, Gaara est un serial killer, mais c'est parce qu'il a souffert d'être rejeté toute sa vie, alors que là, Orochimaru, il est le méchant, bah parce qu'il est méchant en fait. Du moins, à cette époque de l'histoire, c'est ce qu'on nous dit de lui. Du coup, dans un premier temps, le duel m'a paru un peu vain, parce que je n'ai pas compris ce que ça rajoutait au propos. Alors, à l'univers, ça rajoute des choses, ça rajoute du lore, tout ce que tu veux, mais au propos de l'arc, ça, j'ai pas trop compris. Attention, je suis pas non plus en train de dire qu'il s'agit d'un combat sans enjeu. Sarutobi doit gagner pour protéger le village. Et en soi, en tant qu'enjeu, ça suffit largement. C'est tout le côté Sarutobi a vu le mal en Orochimaru petit, mais a fait semblant de l'ignorer, ce qui a conduit à ce qu'il finisse vraiment méchant, que j'ai trouvé un peu vain. Pour moi, toutes les histoires dans Naruto se font écho les unes aux autres. L'histoire de Gaara fait écho à celle de Naruto, par exemple. Mais à quoi fait écho l'histoire d'Orochimaru? J'ai été tenté de me dire qu'elle faisait écho à l'histoire de Sasuke. Mais après, j'ai compris, j'ai eu l'illumination. En tout cas, dans l'hypothèse où mon interprétation est juste. Ah bien y regarder, le combat Sarutobi-Orochimaru fait bien écho au duel Naruto-Gaara. Ouais, je sais, je viens de passer 5 minutes pour revenir au point de départ, mais t'inquiète, je vais t'expliquer. J'ai fini par comprendre en quoi il lui faisait écho, et il le fait sur plusieurs points, selon moi. L'histoire de Gaara, c'est ce que Naruto aurait pu devenir si personne ne l'avait jamais aimé. En gros, Gaara est le résultat de la haine, Naruto serait le résultat de l'amour. Oui, je sais, c'est cucu. Et Orochimaru serait lui le résultat de l'indifférence. Sarutobi savait qu'Orochimaru avait le potentiel de devenir mauvais, mais il n'a rien fait pour l'en dissuader. Naruto, Gaara, Orochimaru sont les victimes du rejet ou de l'ignorance. Sarutobi incarne les regrets des gens bien qui n'ont rien fait pour empêcher cette solitude. Bon, il a aidé Naruto plus tard, mais t'as compris. Tu rajoutes à ça l'opposition générationnelle de ces deux combats et ça prend encore plus de sens. Les jeunes en arrivent à faire la paix car ils se comprennent mutuellement, tandis que les vieux traînent trop de regrets et de rancœur pour que ça se finisse bien. Et finalement, les deux perdent. Sarutobi meurt plein de regrets et Orochimaru perd ses bras et devient encore plus haineux qu'avant. Alors que Naruto et Gaara ont en un sens gagné tous les deux. Cette opposition est plutôt brillante finalement. D'ailleurs, parlons-en du duel Naruto-Gaara. Alors cette partie est géniale, mais elle me pose un tout petit problème qui sera assez récurrent dans Naruto par la suite. Ce n'est pas proprement parler un défaut ou une erreur, c'est juste un problème que j'ai personnellement par rapport à ma vision du storytelling et de la bande dessinée en général. Je le répète, l'histoire du combat Naruto-Gaara est géniale, émouvante, pertinente, juste. Le flashback de Gaara sur ses origines est incroyable, et son combat face à Naruto est génial franchement. Graphiquement c'est incroyable aussi, regarde-moi les expressions de Gaara enfant qui chiale de peur, de chagrin, ce découpage virtuose pour nous montrer que Gaara et Naruto sont les deux faces d'une même pièce, qu'ils sont à la fois très différents et tellement similaires. C'est vraiment du génie. Le seul tout petit problème que j'ai avec cette partie de l'histoire, c'est que tout est explicitement expliqué. Que ce soit Naruto, Gaara ou même à un moment Sasuke, ils nous expliquent très clairement au cours de leur monologue intérieur ce qu'ils ressentent. Et certains me diront bah justement ça montre que les persos sont bien écrits. Certes. Le problème ici c'est que Kishimoto vient nous expliciter des trucs qu'on aurait parfaitement compris par nous-mêmes par sa mise en scène en fait. Et quand tu en viens à expliquer toi-même ton découpage, ta mise en scène, alors certes t'es sûr que tes lecteurs ont compris le propos et tes intentions, mais si tu les avais laissés comprendre par eux-mêmes, non seulement ils l'auraient compris, mais en plus ils l'auraient ressenti. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact en fait.
Je ne dis pas que ça manque d'émotion, je dis juste que ça aurait été encore plus balèze s'ils nous avaient pas balancé toutes les explications. Parce que du coup, moi derrière, je fais comment pour t'en parler? Bah oui, parce qu'une bonne partie de mon taf consiste à analyser et à interpréter les propos d'un auteur au travers de son découpage, de sa mise en scène et de son scénario. Mais si l'auteur me mâche tout le boulot, qu'est-ce que j'ai à dire derrière à part te refaire une retranscription ou te raconter juste ce qui se passe? Ouais, ça a pas grand intérêt, je peux pas trop bosser derrière moi. Ouais, du coup, je sers pas à grand chose et j'ai pas grand chose à te proposer. Du coup, tu comprends la difficulté que j'ai eu à écrire cette vidéo. Bon, le côté retranscription, il y en a que ça arrête pas pour faire des vidéos. Et si je l'avais fait, je suis persuadé que 99% d'entre vous n'y auraient vu que du feu. Mais moi, ça m'amuse pas trop. Du coup, c'est un peu chiant. Ouais. Mais pour en revenir au combat en lui-même, c'est aussi là que fait pour la première fois l'apparition de la technique ultime de Naruto, le Talk no Jutsu. Technique qui consiste pour Naruto à se lancer dans un monologue plein de compassion qui convainc le méchant de ne plus être méchant. Alors c'est toujours génial, hein? Mais c'est un peu chiant. Et je ne me moque pas en disant ça, je trouve même que c'est plutôt cool comme concept. Là où ça devient chiant, c'est quand ça devient répétitif et que ça devient redondant. Bon là, c'est le premier, donc ça passe, mais je maintiens que le monologue de Naruto pour convaincre Gaara d'arrêter d'être méchant aurait eu 10 fois plus d'impact si Kishimoto nous avait pas donné toutes les explications 3 ou 4 fois avant. En fait. Parce qu'en gros, pour résumer grossièrement, ce qui se passe c'est quoi? Naruto se reconnaît en Gaara. Naruto dit à Gaara qu'il le comprend et qu'il se reconnaît en lui. Du coup, Gaara se reconnaît en Naruto, et du coup, Gaara arrête d'être méchant. Oh, j'exagère, mais c'est plus ou moins ce qui se passe. Ça marche même très bien, mais c'est un poil redondant quand même. Bref, l'arc de l'examen Chunin est sans nul doute une putain de masterclass, maîtrisée de bout en bout, qui nous a dévoilé une bonne partie du potentiel épique, poétique et émotionnel de Naruto. Cet arc représente pour moi un alignement de planètes, c'est ma comète de aller à moi, un arc shonenique d'une perfection aussi grandiose que rare. C'est presque devenu mon maître étalon en la matière, en mode ok, cet arc de ce manga est génial, mais est-il au niveau de l'examen Chunin dans Naruto? Pour moi, je crois bien qu'il s'agit de mon arc préféré, c'est comme si à l'instant T, toute la quintessence de Naruto avait jailli devant nos yeux ébahis. J'en viens même à me demander si Naruto a par la suite réussi à être au moins aussi bon qu'il a été durant cet arc. Et c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes de Narutologie. Bref, après s'être intéressé assez longuement à l'arc cultissimement culte de l'examen Chunin, il est temps de s'intéresser à l'arc suivant, sobrement intitulé « La recherche de Tsunade ». D'ailleurs, si vous avez raté les anciens épisodes, ils sont disponibles dans une playlist que je vous mets en fiche quelque part par ici. Ouais. Et avant de commencer, un petit résumé que je n'ai pas trouvé sur internet parce que j'ai franchement rien trouvé, donc j'ai dû le faire moi-même, à ma sauce. Oui. Après la tentative d'invasion de Konoha par le village caché du son et de Suna orchestré par Orochimaru, le village pense ses plaies au calme, mais se retrouve quand même en position de faiblesse et est donc vulnérable, et ce en grande partie parce qu'Hokage le troisième a rendu l'âme. Le conseil des sages se réunit pour nommer un nouvel Hokage et propose le poste à Jiraiya, l'un des 3 Sannin, les ninjas légendaires de Konoha. Ce dernier refuse et propose de nommer à sa place sa consoeur Tsunade, plus grande shinobi médecin du monde et petite fille du premier Hokage. Les sages acceptent et Jiraiya part en quête de Tsunade qui se trouve quelque part dans le pays du feu, et il décide d'emmener Naruto avec lui pour cette mission. Parallèlement à ça, le village reçoit la visite de 2 ninjas étrangers qui se font rapidement repérer par Kakashi et ses potes. Il s'agit d'Itachi Uchiwa et de son acolyte Kisame. 2 ninjas renégats devenus membres d'une organisation nommée Akatsuki, qui se trouve être venus à Konoha pour kidnapper Naruto. Itachi met une branlée à tout le monde et fait subir un Tsukuyomi à Kakashi, puis il part avec Kisame à la poursuite de Naruto et Jiraiya. Ils finissent par leur tomber dessus, mais Sasuke s'interpose tenant enfin l'occasion d'accomplir sa vengeance. Évidemment, Itachi lui fout une branlée, lui fait comprendre qu'il est toujours beaucoup trop faible, car pas assez habité par la haine, et lui fait faire un petit tour de Tsukuyomi à lui aussi. C'est là que Jiraiya débarque pour calmer tout le monde, forçant Itachi et Kisame à battre en retraite. Kakashi et Sasuke étant dans le mal, retrouver Tsunade devient d'autant plus capital car elle seule est susceptible de pouvoir les guérir. On retrouve d'ailleurs Tsunade qui se fait passer grâce à ses techniques ninja pour une femme de 25 ans alors qu'elle en a en réalité 50, et c'est devenu une espèce de clocharde, accro au jeu d'argent et une semi-alcoolo. Elle croise le chemin d'Orochimaru qui en chie sa mère depuis son combat avec le 3e Hokage qui lui a bouillaf ses 2 bras. Il demande à Tsunade de le guérir et en échange il promet de ressusciter son petit frère et son petit copain, tout demeure à la guerre il y a longtemps. En parallèle à tout ce bordel, Naruto essaye de maîtriser le Rasengan. Résumé très sommaire, mais ça fait le café. J'avoue. On va bien évidemment commencer cette vidéo par parler de la partie qui sert de prologue à cet arc. Je parle bien évidemment de la première apparition d'Itachi et de Kisame. Ouais, je sais, on dit Itachi. Moi je dis Itachi. Je dis ce que je veux. Oui. Partie 1, Itachi Uchiwa.
J'ai la chance de faire partie de la génération qui a suivi Naruto en direct au moment de sa parution. Et j'aime autant te dire que la première apparition d'Itachi Uchiwa, c'était quelque chose. Or on savait que le personnage était quelque part, parce qu'il avait déjà été évoqué une ou deux fois avant sa première apparition, mais la première fois qu'on l'a vu, on s'y attendait tellement pas. C'était incroyable, nous n'étions pas prêts. Le charisme était trop puissant, on nous dit directement qu'il est plus fort que Kakashi, et on a même Orochimaru qui est censé être l'ultime méchant trop fort de chez Balèze à ce moment du manga, qui dit texto « Je n'ai aucune chance contre lui ». Je me souviens de l'effervescence de cette époque, c'était beau, c'était grand. L'apparition d'Itachi, c'était une fenêtre entrouverte sur le passé de Sasuke, certes, mais aussi sur le passé sombre et tortueux du village de Konoha, dont Orochimaru en est aussi un des stigmates. Et son combat quasi unilatéral contre les Jonin de Konoha nous montre à quel point le village est en réalité bien plus vulnérable qu'il n'y paraît, et nous fait comprendre qu'Orochimaru était loin d'être la menace la plus dangereuse qui leur pend au nez. C'est aussi, comme on l'a évoqué, l'occasion pour Kishimoto de remettre les motivations de Sasuke en avant. L'apparition d'Itachi va nous faire voir Sasuke comme jamais auparavant. Lui, d'un naturel stoïque et sûr de lui, va devenir impulsif et irrationnel. Alors nous avions déjà eu l'occasion de voir un Sasuke en détresse durant son combat contre Orochimaru dans la forêt de la mort. Mais là, nous sommes dans un autre registre. À cette époque, Sasuke était dépassé par la peur. Ici, il est submergé par la colère et le chagrin. La première confrontation des deux frères depuis le massacre du clan Uchiwa fait partie des moments cultes de Naruto, qui ont marqué l'esprit des fans. Un Sasuke hystérique complètement débordé par ses émotions qui se fait laminer, humilié par un Itachi impassible, froid et cruel qui lui balancera cette fameuse réplique qui changera Sasuke à jamais. Sasuke est détruit psychologiquement et émotionnellement, il se demande ce qu'il a foutu toutes ces années. Lui qui avait tellement confiance en ses capacités se rend compte que ses progrès sont en réalité dérisoires. En plus, son frère n'est même pas revenu pour lui, mais pour Naruto. Comme s'il n'était qu'à ses yeux que quantité négligeable. Il ne semble même pas occuper l'esprit de son frère, autant qu'Itachi a hanté le sien. Et nous assistons aussi pour la première fois au flashback de la fameuse nuit où Itachi a massacré le clan Uchiwa, qui nous permet de mieux cerner le traumatisme de Sasuke. Là pareil, à l'époque, ce flashback était incroyable. Bon, malheureusement, on nous l'a ressorti tellement de fois, que ce soit dans le manga et encore plus dans l'animé, que ce passage a fini par me sortir des trous de nez. Mais la première fois qu'on l'a vu, bigre! Et bim, Tsukuyomi dans la face de Sasuke, il revit le meurtre de ses parents durant 24 heures en boucle. Et c'est là, avec le recul, que je me pose la question si Kishimoto avait-il déjà prévu le plot twist autour d'Itachi à l'époque. Parce que là, il fait quand même bien des efforts pour le faire passer pour un véritable enculé. Là, pour le coup, il y va pas de main morte. Oui. C'est la rencontre qui va fondamentalement changer le personnage de Sasuke et marquer son opposition à Naruto. Naruto est animé par un but altruiste. Il veut devenir Hokage parce qu'il veut que tout le monde le reconnaisse à sa juste valeur, certes, mais il sait que pour devenir Hokage, il faut avant tout vouloir le bien du village et des gens qu'il compose. Sasuke est habité par un désir égoïste, et sans doute le plus égoïste de tous, la vengeance. C'est pour ça que Sasuke a pu être corrompu et pas Naruto. Même niveau dessin, Kishimoto a sorti une masterclass sur ces scènes, la pleine page du Chidori de Sasuke, pour ne prendre que cet exemple, est tout bonnement excellente. On ressent la tension, l'émotion, la rage, tout. Quelle époque, bordel! Partie 2, l'entraînement de Naruto. Cet arc est aussi en grande partie un arc d'entraînement, et l'arc d'entraînement c'est un cliché ou un code, appelle ça comme tu veux, récurrent dans tout bon shonen neketsuesque de bonne aloi, et Kishimoto nous fait encore une fois ici preuve de sa maîtrise du genre. Je consacre d'ailleurs tout un chapitre à l'entraînement dans les shonen neketsuesques dans ce livre Manga Story disponible depuis le 20 octobre. Oui. Nous assistons à l'apparition d'une des techniques les plus puissantes et stylées de l'univers Naruto, le Rasengan, l'orbe tourbillonnante, qui permet d'ailleurs à Kishimoto de cocher une autre case du shonen neketsuesque, le signature move, la technique fétiche du héros. Alors certains diront sans doute que le signature move de Naruto c'est le Kage Bunshin, mais techniquement ce n'est pas vraiment une attaque. Non, un bon héros de shonen neketsuesque se doit d'avoir son attaque à lui, son Kamehameha à lui, Ichigo a son Getsuga Tensho, Yusuke Urameshi son Reigen, Seiya ses météores de Pégase, le Kamehameha de Naruto c'est le Rasengan.
Il est d'ailleurs très intéressant de noter que les techniques fétiches de Naruto correspondent toujours ou presque toujours à un trait de sa personnalité ou un aspect de sa vie. Par exemple, le Kagebunshin a une symbolique particulière, parce que c'est sur cette technique de clonage qu'il se faisait systématiquement recaler à l'entrée de l'académie. Mais c'est aussi intéressant de voir que la principale souffrance de Naruto, c'est la solitude, et le premier pouvoir qu'on lui donne, c'est celui de se multiplier. Et le Rasengan, c'est un peu pareil. Bon, et concrètement, c'est quoi un Rasengan? C'est un tourbillon de chakra concentré en un seul point et qui est contenu sous une membrane. Le chakra dans Naruto est souvent une allégorie des émotions, donc le Rasengan pourrait être vu comme un tourbillon d'émotions concentré en un point, qui serait l'objectif de Naruto, et maintenu dans une membrane qui serait son esprit. Et il parvient à compléter la technique en utilisant un clone. Donc le Rasengan peut être compris comme suit. Pour devenir un ninja accompli, Naruto doit concentrer ses émotions vers son objectif sans que ça perturbe son esprit, et accepter l'aide des autres. Bon, il y a certainement de meilleures façons de le formuler, mais t'as compris l'idée. Tout ça pour dire que non seulement le Rasengan est une technique méga stylée, mais que surtout elle raconte quelque chose. Tout comme toute la séquence d'entraînement et toutes les séquences d'entraînement dans Naruto d'ailleurs. Naruto devra faire preuve de détermination, de persévérance, d'ingéniosité pour parvenir à maîtriser cette technique. Et il devra aussi prendre conscience de ses points faibles et de ses points forts. Voilà, donc Naruto, à l'issue de cet entraînement, va devenir un guerrier plus accompli, il va gagner en puissance, mais il va surtout évoluer en tant que personnage. Oi! Orochimaru! Bakada! Watashi wa Odaime Hokage da kara ne! Partie 3, la princesse Tsunade. Le personnage important de l'arc est bien évidemment Tsunade, la seule kunoichi parmi le trio de ninjas légendaires et futur 5e Hokage du village de Konoha. Plus grand ninja médecin du monde et combattante surpuissante, mais qui malgré ça, aussi une joueuse compulsive qui aime picoler et qui cache son véritable âge par pur narcissisme. Kishimoto fait ici à Tsunade un truc très courant dans les shonen neketsu de bonne loi, une chose que j'appelle désacraliser le mythe. Quand on entend parler de Tsunade la première fois, on se dit « Waouh, quelle légende !» Son nom inspire le respect et l'admiration. Puis on la découvre sous un jour très peu flatteur. On apprend qu'on la surnomme le pigeon légendaire, tellement c'est facile de la plumer au jeu. Dans un premier temps, on met une certaine attente sur le personnage, puis on trompe cette attente. C'est un peu comme avec Muten Roshi ou Tortue Géniale lors de sa première apparition dans Dragon Ball. On s'attend à un vieux sage mystique, et la page d'après, il demande à voir la culotte de Bulma. Bah en fait, t'aurais pu appeler ça l'effet Tortue Géniale directement. En vrai, ça claque. C'est con que c'est pas toi qui décide. Je trouve que tu es extrêmement désagréable. L'effet Tortue Géniale, donc, fonctionne en deux temps. D'abord, on désacralise le mythe, puis on le resacralise de nouveau dans Dragon Ball. Lorsqu'on revoit Muten Roshi, il se change en gros balèze et détruit une montagne à coups de Kamehameha. Du coup, on comprend que c'est un vrai costaud de chez balèze, le gars il est pas là pour jouer. Dans le cas de Tsunade, on voit qu'elle a une giga force de bâtard et qu'elle va mettre une giga rouste à Orochimaru. La question que tu te poses sans doute est quel est l'intérêt d'utiliser ce qu'on appelle l'effet Tortue Géniale ou encore la désacralisation du mythe. Eh bien pour le comprendre, il faut se placer du point de vue du héros, ici Naruto. Et j'explique tout ça en détail dans un chapitre de mon livre Manga Story consacré à l'étude des codes du shonen neketsu disponible dans toutes les librairies. Technique de chien, mais technique efficace. La passion. Oui. Un manga / webtoon, un jeu de société, et maintenant un livre. Et qu'est-ce que sera la prochaine étape? Un porno. Quoi? Kishimoto nous introduit à Tsunade en lui donnant directement un arc de personnage plutôt intéressant en nous expliquant son passé. Passé évidemment marqué de plusieurs tragédies comme le veut la tradition dans Naruto. On rappelle la formule, flashback, tragédie, rédemption, formule que Kishimoto a principalement utilisée jusqu'ici sur des antagonistes. On pense à Zabuza et à Gaara. Cette fois, il nous présente pas un personnage qui a choisi la voie du mal pour mieux vivre sa souffrance et sa peine. Cette fois, c'est plus subtil. Tsunade a tenté d'échapper à sa peine en fuyant littéralement. Elle a choisi de ne pas choisir, elle a arrêté d'être un ninja de Konoha, mais elle n'en est pas devenue pour autant une ennemie. Je rappelle que Tsunade porte le deuil de son petit frère Nawaki, à qui elle a offert le pendentif du premier Hokage pour ses 12 ans et qui s'est fait buter sur le champ de bataille le lendemain, et aussi le deuil de son fiancé Dan, à qui elle avait offert le même pendentif et qui est mort aussi sur le champ de bataille. Et là franchement, je sais pas c'est quoi le plus glauque, le fait que ce pendentif a très clairement l'air de porter la poisse mais d'un niveau violent, ou le fait qu'elle ait offert le pendentif de son frère mort à son nouveau petit copain. Bref, les deux personnes de qui elle porte le deuil avaient tous les deux la même ambition, celle de devenir Hokage, qui est, ai-je besoin de le rappeler, l'ambition également
de Naruto. Mais ça, je vais y revenir dans un instant. Ce qui est intéressant avec Tsunade, c'est qu'elle essaye de fuir son passé et sa peine, mais que celle-ci la rattrape et ce faisant, elle se retrouve forcée à faire un choix que jusqu'ici elle refusait de faire. Laisser sa peine la détruire ou bien la dépasser pour en faire quelque chose de bien et rendre le monde meilleur. Ce choix est incarné par la proposition d'Orochimaru d'une part et par celle de Jiraiya de devenir Hokage d'autre part. En acceptant la proposition d'Orochimaru, elle retrouvera les deux personnes qu'elle aime le plus, mais elle exposera le monde et Konoha à la colère et la folie d'Orochimaru, ce qui fera d'elle une alliée objective du mal. Ou bien elle accepte de devenir Hokage, ne reverra jamais ses deux êtres aimés, mais s'efforcera de faire vivre leur mémoire en rendant le monde meilleur. Elle va choisir de devenir Hokage et ce choix lui sera inspiré par Naruto. Ce qui m'amène à un autre point que j'ai déjà évoqué dans les épisodes précédents et que je serai très certainement amené à évoquer de nouveau dans les futurs épisodes, je parle bien sûr du fameux parallélisme. En effet, Kishimoto use très souvent de parallélisme pour nous raconter ses histoires. C'était déjà le cas dans l'épisode précédent avec le parallèle entre Naruto et Gaara et leur parcours respectifs, et c'est encore le cas aujourd'hui avec Tsunade et les autres personnages. Mais il le fait de manière un peu différente, subtilement différente, d'ailleurs il use même de plusieurs parallélismes en parallèle. Ouais, le concept est chelou dit comme ça, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Premier parallélisme, nous l'avons évoqué il y a un instant, celui entre Naoaki, Dan et Naruto. Tous trois veulent devenir Hokage. Et en plus, Naoaki a la même tronche que Naruto. Alors ça, c'est un cliché que j'ai toujours trouvé super facile, de faire en sorte qu'un personnage ressemble physiquement à un autre décédé. Ça fait un peu gros sabot raccourci facile, on se prend pas la tête. Bref, Naoaki et Dan sont morts sans parvenir à atteindre leur objectif, ce qui a causé une perte de foi de Tsunade. C'est là que le défi qu'elle lance à Naruto et son entraînement au Rasengan prend une autre dimension. Naruto et elle parient qu'il ne parviendra pas à maîtriser le Rasengan en une semaine. L'enjeu pour Tsunade, c'est de se conforter dans l'idée que d'avoir un idéal est inutile, car irréalisable, et ne nous conduit qu'à notre perte. Je rappelle qu'à ce moment-là, elle est en plein doute suite à la proposition d'Orochimaru, et qu'il lui a laissé une semaine pour se décider. Le vrai enjeu est donc, si Naruto échoue, elle aura raison d'abandonner tout espoir et d'accepter l'offre d'Orochimaru, et que s'il réussit, elle aura raison de croire en l'avenir de nouveau. Alors certains me diront sans doute que Tsunade avait déjà choisi de ne pas soigner Orochimaru avant de voir que Naruto avait maîtrisé le Rasengan, ce qui est exact, mais c'est seulement quand elle a vu Naruto réussir le Rasengan qu'elle a décidé de devenir le 5e Hokage. Avant ça, son intention était sans doute de buter Orochimaru, puis de redisparaître dans la nature. C'est seulement lorsqu'elle a vu Naruto accomplir l'impossible qu'elle a retrouvé pleine foi en ses croyances, et qu'elle s'est dit qu'elle allait devenir Hokage pour perpétuer le rêve de Naoaki et Dan. Second parallélisme, Jiraiya, Orochimaru, Tsunade, avec Naruto, Sasuke et Sakura. Bon, ce parallèle me semble évident étant donné que les premiers vont devenir les mentors des seconds, mais selon moi, il est bien plus subtil que ça. Et je vais devoir m'avancer un tout petit peu dans l'histoire pour m'expliquer. Jiraiya, c'est le reflet de Naruto, ou vice versa. C'est un mec bien qui essaye de faire les bons choix mais qui n'est pas parvenu à empêcher son ami de s'égarer. Orochimaru, reflet de Sasuke, qui a fait le choix du mal, et au milieu d'eux, nous avons Tsunade, qui n'a pas choisi le bien ou le mal, mais qui a fait le choix de la passivité, alors qu'elle avait le pouvoir de faire quelque chose. Et quel est l'autre personnage qui a fait le choix de la passivité? Sakura. Ce que je suis en train de te dire, d'essayer de t'expliquer, c'est qu'en fait la dynamique du trio légendaire était un foreshadowing de la dynamique de l'équipe 7, en fait. Oui. Troisième parallélisme, un parallèle se fait entre la situation de Tsunade et celle de Sasuke dans cet arc. Et pour expliquer ça, je vais devoir encore un petit peu m'avancer dans l'histoire, mais c'est pas grave. Tu vas sans doute me dire où qu'il est le parallèle. Eh bien selon moi, il se situe dans le fait que les deux personnages vont être soumis à un choix, celui d'avancer malgré leur chagrin ou de laisser leur chagrin les consumer. Pour les deux personnages, cette peine qu'ils tentaient de fuir est ravivée par la visite inopinée de personnages issus de leur passé. Les deux personnages passent par la même épreuve. Ce qui fait la différence selon moi, c'est que Tsunade a la chance, entre guillemets, de n'avoir personne contre qui diriger sa peine. Donc c'est probablement plus facile pour elle de lâcher prise, de se libérer de ça. Alors que Sasuke a un bouc émissaire, un responsable de ce qu'il ressent. Passer à autre chose alors que le mec qui a détruit ta vie continue de se balader librement et qu'en plus il vient te narguer, ah tu m'étonnes qu'il passe du côté obscur les gars. Bref, tout ça pour dire que le personnage de Tsunade est parfaitement introduit et que son personnage, son histoire, raconte quelque chose de réellement très important pour le manga Naruto. Partie 4, les 3 ninjas légendaires.
Bon, il faut quand même que j'accorde quelques instants de vidéo au formidable combat Jiraiya Tsunade et Orochimaru. Oui. Autant on connaissait le niveau d'Orochimaru, autant on découvre que Tsunade envoie du pâté et que Jiraiya, même drogué, est vraiment un gros calibre. On se dit que même à son prime, Orochimaru n'aurait eu aucune chance de victoire si les deux autres avaient été présents au moment de l'attaque de Konoha. C'est aussi un indicateur du niveau que Naruto doit pouvoir au moins égaler pour devenir Hokage, et pour le moment il en est très loin. En revanche, son combat contre Kabuto témoigne d'une sacrée évolution, et ce premier Rasengan réussi fait partie des scènes cultes du manga. Toute cette séquence d'action nous montre aussi que les combats de Naruto sont en voie de Dragon Ballisation, dans le sens où on quitte peu à peu le côté tactique et discret du ninja traditionnel pour partir sur du déferlement de puissance démesuré et du dégât à grande échelle. Ça n'empêche au baston de cet arc de nous offrir des techniques plus subtiles, notamment avec le ninjutsu médical utilisé par Tsunade et Kabuto qui se balancent des attaques d'une précision chirurgicale. Sans mauvais jeu de mots. L'arc de récupération de Sasuke, arc cultissimement culte s'il en est, point culminant de la première partie du manga Naruto, théâtre de combats mémorables, plein d'émotions, de suspense, de plot twist ahurissant, qui se conclura par l'affrontement dantesque entre Sasuke et Naruto. Revenons ensemble sur cet arc légendaire. Salutations tête de neige, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de Narutologie, l'émission entièrement consacrée au manga Naruto et à son univers. Ouais, je sais, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu d'épisode. En même temps, le dernier épisode en date a un petit peu bidé, alors ça m'a pas motivé à faire la suite, quoi. Oui. Ah ouais, t'es une diva en fait. Je préfère Trésor. Quoi? Après la branlée que lui a mise son grand frère Itachi, et après la branlée qu'il a bien failli prendre face à Naruto, et l'autre branlée qu'il a prise face au quartet d'Oto, Sasuke a pris sa décision. Il doit devenir plus fort et pour ce faire, il décide de déserter Konoha et de rejoindre Orochimaru. Pourquoi il déserte? Tu l'aurais pas pu démissionner? C'est qui? C'est Steven de la prod. Bonjour, je suis Steven de la prod. Pour ce faire, c'est simple. Il aurait juste à déposer un courrier ASAP en LRR, avec un petit courrier avec un préavis d'1 mois pour quitter Konoha. C'était qui? C'était Steven de la prod. Donc les ninjas de Konoha signent des CDI? Bref, Sakura essaye de le convaincre de rester en chialant et en lui proposant sa schneck. Comme elle sert à rien, Sasuke la traite de grosse crasseuse et l'assomme en 2-2 avant de quitter le village avec les gars d'Orochimaru. Il lui dit vraiment ça? Quasiment. En apprenant la nouvelle, Tsunade, devenu Hokage, décide d'appeler Shikamaru et lui donne pour mission de monter une équipe avec les meilleurs genin qu'ils connaissent afin de rattraper Sasuke avant qu'il ne passe la frontière du pays du feu. Pour ce faire, il prend Naruto, qui a été recommandé par Tsunade en personne, Shoji pour le fait qu'il le connaisse depuis qu'il est enfant et possède donc un travail d'équipe très élevé, Kiba et Akamaru pour leur odorat, et enfin Neji pour ses Byakugan. Pourquoi elle refile la mission en des genin alors qu'elle pourrait filer la mission en des ninjas supérieurs? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont tous occupés à des missions plus importantes. Ah, ils enquêtent sur Itachi et l'Akatsuki, c'est ça? Non. Bah pourquoi alors? Oui. Nos 5 héros partiront donc à la poursuite de Sasuke, se sacrifiant chacun leur tour pour permettre au reste du groupe d'avancer. Et l'arc atteindra son point culminant à la vallée de la fin, avec l'affrontement entre Naruto et Sasuke. Affrontement duquel Sasuke sortira vainqueur, marquant ainsi sa désertion, ainsi que la fin de la première époque du manga. Voilà un petit résumé rapide. Partie 1, Naruto sauce Saint Seiya. Le premier élément à noter dans cet arc, c'est bien évidemment sa structure. Je l'ai évoqué récemment dans le dernier One Pieceology ainsi que dans une vidéo dédiée. C'est une structure que j'appelle l'arc du sanctuaire. Pour la faire courte, un arc du sanctuaire, c'est quand une équipe de héros doit progresser dans un lieu pour atteindre un certain objectif en un certain laps de temps. À chaque épreuve / ennemi rencontré, l'un des compagnons restera derrière, retenir ou gérer la menace pour permettre aux autres d'atteindre l'épreuve suivante, et ainsi de suite. Dans Saint Seiya, Seiya et ses potes doivent traverser les 12 maisons du sanctuaire pour défaire le grand pop en moins de 12 heures, sinon la flèche d'or percera le cœur de Saori. Et bien là, dans cet arc de Naruto, c'est le même principe. Tu remplaces les chevaliers d'or par les ninjas d'Oto et Saori par Sasuke, et puis on est bon. Et t'enlèves les escaliers aussi. Bon, même si en vrai, les montées d'escalier dans Naruto sont remplacées dans cet arc par des mecs qui sautent d'arbre en arbre. Ah, ça dure longtemps ces conneries aussi. Oui.
Et d'ailleurs, je crois qu'on ne parle pas assez du fait que des enfants de 12 ans se sont tapés 500 bornes à pied et tout ça en une seule journée. C'est un format d'arc assez récurrent dans le shonen neketsuesque et dans le fond assez similaire au format arc tournoi. Ça justifie assez facilement la mise en place des combats, les adversaires n'ont pas forcément besoin d'avoir d'autres raisons de se battre que du fameux en fait tu m'empêches de passer, donc je dois te taper. Il y a un sentiment d'urgence parce que le temps est compté. Le divertissement est donc au pinacle et il y a quand même toute l'attitude pour placer du flashback et de l'introspection sans s'encombrer d'une intrigue trop lourde. Au vu des thèmes abordés dans cet arc, c'est plutôt un bon choix de la part de Kishimoto. Parce que cet arc représente quoi? C'est Naruto et ses potes qui poursuivent Sasuke, certes, mais c'est aussi une course contre le temps, contre le changement. Sasuke court en direction de ce changement. Naruto et ses potes essayent de l'empêcher. Cet arc représente le passage à l'âge adulte, à la maturité. Naruto et ses compagnons échouent parce qu'ils tentent d'échapper à quelque chose d'inévitable. Le temps. Et ça, c'est beau, oui. Comme il s'agit d'un arc avec une structure particulière, pour une fois nous allons pas aborder cet arc par ordre thématique, mais plutôt par ordre chronologique des événements. Oui. Partie 2, bagarre sur le toit. Sorti de sa catatonie par Tsunade, Sasuke se réveille avec un somme cosmique. Lui qui pensait avoir énormément progressé se rend compte du gouffre abyssal qui le sépare encore de son frère Itachi. Tu rajoutes à ça qu'il s'est fait marbrer par Gaara et surtout que Naruto, l'éternel faire-valoir, a lui réussi à gagner la bagarre. Le mec est en sérieux doute existentiel. Donc en bon semard qu'il est, il décide de provoquer Naruto pour se rassurer. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et il devient clair que si Kakashi n'était pas intervenu, le Sasuke se serait fait agrandir le trou de balle modèle géant. Alors que ça, c'est plutôt Orochimaru qui va s'en charger. Oui. La scène est suffisamment explicite sur les motivations des deux personnages, surtout que juste après le combat, Kakashi nous fait une explication de texte en parlant avec Jiraiya. Et c'est un petit peu le défaut de l'écriture de Masashi Kishimoto, selon moi. Il a tendance à un peu trop expliquer ce qu'il veut dire au lecteur. Moi, je préfère les histoires où c'est au lecteur, justement, de comprendre instinctivement par lui-même ce que vous nous racontez l'histoire. Oui. Bon, je vais quand même te faire un petit résumé vite fait, parce que cet arc, mine de rien, il date un peu et t'as pas forcément toutes les infos en tête. Oui. Sasuke est frustré de voir que Naruto progresse plus vite que lui. Si un cancre comme Naruto le dépasse, ça signifie qu'il est devenu faible et qu'il ne pourra pas accomplir sa vengeance. Quant à Naruto, il n'a pas su résister à la provocation de Sasuke, parce qu'il est en quête de reconnaissance. Le village reconnaît Sasuke comme un prodige. Si Naruto dépasse le prodige et obtient la reconnaissance du dit prodige, il obtient de facto la reconnaissance du village, c'est-à-dire du monde. Cette bagarre, c'est deux enfants trop pressés d'atteindre leur but. La différence, c'est que Sasuke a compris qu'il n'était encore qu'un enfant, et ça le frustre, alors que Naruto, il a un peu tendance à se prendre un peu pour un grand déjà. Il se la pète un peu là, je trouve. Oui. C'est d'ailleurs ce que lui feront comprendre plus tard dans la journée le quartier d'Oto. Regarde-nous, on vit pas peinard avec des gamins gentils, on vient de la Street Zer et on est devenu balèze grâce à Orochimaru. Du coup, Sasuke doit choisir entre rester profiter de son enfance peinard à Konoha, ou passer enfin à l'âge adulte en partant retrouver Orochimaru. Partie 3, Sasuke versus Sakura. Sasuke a pris sa décision, il décide de rejoindre Orochimaru et pour ça il s'apprête à quitter le village pour retrouver le quartier d'Oto. Entre parenthèses, faudra quand même qu'on m'explique comment 4 gamins d'un clan ennemi ont réussi à s'infiltrer dans Konoha alors que le village est censé être en alerte maximum. Mais bon, c'est un détail. C'est l'intervention de Darko. Alors attention, ça c'est plus ou moins expliqué, ou du moins il faut lire entre les lignes, puisque la destruction de Konoha par les mains de Orochimaru et ses hommes avec l'alliance de Suna a été faite il y a environ 2-3 semaines, voire 1 mois grand maximum. Donc là actuellement, les murs de Konoha sont détruits, parfois il y a même plus de murs, on a passé 1 mois sans dirigeant, sans Hokage, il y a beaucoup de Chunin et Junin qui sont décédés, et l'équipe sensorielle, elle est complètement en PLS. Donc ça explique pourquoi il y a des adolescents qui peuvent rentrer comme ça quand ils veulent, sans être repérés, quoi. En fait, Konoha, c'est devenu une foire. Sur le chemin qui le mène à la sortie, Sasuke rencontre Sakura, qui l'attend. Alors pour beaucoup, il s'agit d'une scène culte, pleine d'émotions, et même si j'ai un cœur de pierre, ça je peux le comprendre. Après tout, il s'agit là d'une jeune fille amoureuse qui tente le tout pour retenir, empêcher le garçon qu'elle aime de faire une connerie. Elle donne tout, jusqu'à lui avouer ses sentiments. Sasuke fera semblant, dans un premier temps, d'être totalement insensible aux paroles de Sakura. Il prétend même avoir oublié la fois où lui avait fait une remontrance sur comment elle considérait que Naruto était chanceux de ne pas avoir de famille. Mais en vrai, il s'en souvient très bien, et lui ressortira le fameux « Franchement Sakura, t'es lourde », avant de la remercier et de l'assommer.
Preuve, s'il en fallait une, que Sasuke n'est pas devenu complètement fou et a parfaitement conscience de ce qu'il laisse derrière lui. Il a parfaitement conscience d'être aimé à Konoha et de pouvoir y trouver la paix. Mais cette paix, il la rejette, peut-être même à contre-cœur, car sa vengeance est plus importante à ses yeux. Il n'est pas encore devenu totalement mauvais, il y a encore une part de bon en lui et donc encore une petite chance de le convaincre. Donc, je comprends ce que cette scène apporte et je comprends tout à fait pourquoi elle a marqué les gens. Mais, de mon point de vue, cette scène m'agace, et tout particulièrement à cause du personnage de Sakura, et ça pour une bonne raison. Parce que t'es misogyne? Ok, alors pour 2 raisons. Cette ne fait que parler d'elle. Confie-toi à moi, entre toi et moi. Si tu pars, c'est comme si j'étais seul au monde. Reste avec moi. Elle passe plus de temps à parler de sa souffrance à elle plutôt qu'à essayer de comprendre Sasuke. Et même plus tard, quand elle verra Naruto, elle prend pas la peine de demander comment lui prend le départ de Sasuke. Ce qui compte, c'est ses sentiments à elle. Il faut que tu me promettes de ramener Sasuke. Mais t'es qui, toi, en fait? C'est pour ça qu'elle a un si grand front, c'est pour stocker tout son ego à cette... Pardon, je me suis énervé là. Partie 4, le choix de Rock Lee. Dans le prologue de cet arc, un autre personnage est mis à l'honneur. Je parle bien évidemment du GOAT, Rock Lee, l'un de mes personnages préférés du manga. Toujours handicapé des suites de son combat face à Gaara du désert lors de l'examen Chunin, Rock Lee se fait enfin examiner par Tsunade, la plus grande shinobi médecin du monde. Et c'est là que le couperet tombe. Tsunade annonce froidement à Rock Lee qu'il ferait mieux de renoncer à devenir ninja tellement son corps est abîmé. En effet, des écharpes d'os se sont plantées dans sa moelle osseuse. Tsunade est la seule au monde capable de réussir cette opération. Cependant, malgré ses talents, l'opération n'a que 50% de chances de réussite. Et en cas d'échec, c'est la mort qui attend notre bon vieux Rock Lee. C'est bien évidemment une tragédie. Le sort qui semble s'acharner sur lui. Après tous les efforts et l'abnégation dont il a dû faire preuve pour perfectionner son taijutsu et accomplir son rêve, le voir contraint à abandonner suite à un coup du sort paraît terriblement injuste et cruel. Je trouve ça très intéressant d'avoir mis cette histoire en parallèle de celle de Sasuke, parce que quand on regarde bien, les 2 personnages sont mis face à un choix. Le choix de renoncer ou le choix d'aller jusqu'au bout. Le choix auquel est confronté Lee a des conséquences beaucoup plus concrètes et immédiates. Soit il renonce à son rêve et vit une vie de lambda, soit il tente le tout pour le tout, quitte à mourir. Mais le premier choix est aussi une forme de mort en réalité, car renoncer à son rêve, c'est renoncer à sa raison de vivre, c'est renoncer à qui il est, c'est tuer qui il est. C'est ce que ressent Sasuke. Renoncer à sa vengeance l'oblige à renoncer à qui il est, ou en tout cas à qui il pense être. Ce serait une forme de mort. Ce serait accepter que tout ce qu'il a vécu, il l'a vécu pour rien. Les 2 se font raisonner par leurs sensei respectifs. Kakashi tente de faire comprendre à Sasuke que la vengeance ne le rendra pas heureux, et que le meilleur moyen de surmonter sa souffrance, c'est en étant le plus heureux possible, et en étant aimé le plus possible. Une leçon empreinte de sagesse et de maturité donc. Et Kakashi est là-dedans le parfait contre-exemple, il ressemble beaucoup à Sasuke, il est la preuve vivante qu'il y a moyen d'être heureux à Konoha après avoir perdu tous ses proches. Kakashi le dira lui-même, j'ai déjà tout perdu, tous ceux que j'aimais, et il le dit en souriant. Alors que de son côté, Guy incite son élève à tenter le tout pour le tout, et lui dit même que au pire, si l'opération foire, eh ben c'est pas grave, il le suivra dans la mort. C'est complètement irresponsable. Et c'est dans la continuité de Guy qui apprend la technique interdite des portes psychiques à Lee, avec Kakashi qui lui dit que c'est fou de faire ce genre de choses, complètement irraisonné, et Guy lui explique que c'est Kakashi qui ne comprend rien, que Lee c'est la persévérance en personne, qu'il est prêt à tout pour son élève, même s'il a conscience de mal faire les choses. Mais on reste dans l'idée que de toute façon il n'y a pas vraiment de bon choix, de choix safe. Soit il renonce à l'opération et meurt, même philosophiquement à coup sûr, soit il tente l'opération et prend le risque de mourir physiquement, mais au moins sa mort aurait eu un sens, et donc sa vie. Et en plus, en prenant ce choix, il a au moins une chance de réussir. C'est une idée illustrée dans un de mes bouquins préférés que je préfère, Hagakure. C'est un livre du XVIIIe siècle écrit par un samouraï, c'est un recueil de réflexions et d'aphorismes sur la philosophie du Bushido. L'une des phrases les plus célèbres de ce livre c'est « Si tu dois choisir entre la vie et la mort, choisis la mort ». Bon, la citation complète c'est plutôt ça. Le choix entre la vie et la mort se présente souvent dans les affaires humaines. Le guerrier doit toujours choisir la mort sans hésiter, car même si cela peut sembler imprudent à court terme, cela mène à l'honneur et à la paix de l'esprit. En gros, il faut mieux choisir la mort, parce qu'en choisissant la mort, eh ben tu te laisses quand même une chance de t'en sortir. Et au pire, si tu meurs, bah c'est pas si grave que ça, parce que t'auras eu une mort pleine de sens. Et si ta mort a un sens, ça veut dire que ta vie a eu un sens. Alors que si tu choisis la vie, eh ben quelque part, tu renonces un petit peu au sens de ta vie. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de vivre une vie sans sens, ni honneur, ni valeur ?
C'est une vision assez extrême qui est en totale opposition avec ce que prône Kakashi à Sasuke. Kakashi lui dit en gros que le renoncement n'est pas une fin en soi, mais le début d'une autre vie, qui peut être tout autant pleine de sens. Guy lui dit c'est mort, soit tu réalises ton rêve, soit vaut mieux mourir. Et que ce soit Sasuke ou Rock Lee, les deux ont choisi la mort. C'est ça qui est assez paradoxal dans l'écriture de Kishimoto, parce que j'ai pas bien compris. Sasuke, il fait le bon choix ou pas? Rock Lee refuse de renoncer et prend la solution extrême, et l'histoire nous dira qu'il aura eu raison de faire ce choix-là. Donc dans la même logique, on peut dire que Sasuke a raison de rejoindre Orochimaru. Sauf que dans l'histoire, Kishimoto essaye de nous dire que Sasuke a fait le mauvais choix. C'est un peu confus. Partie 5, Shoji versus Jirobo. Bon, depuis tout à l'heure je déblatère, mais en réalité on n'a même pas encore réellement commencé cet arc. Donc tu sais ce qu'on va faire, on va passer toute la phase où Shikamaru monte son équipe, et on va directement aller à la première confrontation entre ce que je vais appeler les chevaliers de Konoha et le quartier d'Oto. La première escarmouche entre les deux équipes se passe plutôt mal pour les chevaliers de Konoha. En effet, ils se retrouvent rapidement pris au piège par un dôme de pierre dressé par Jirobo. Jirobo? On dirait un nom de bonbon ou de gâteau, genre hey, tu veux un Jirobo pour le goûter? Allez! Tu vois ce que je veux dire? Jirobo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Les chevaliers de Konoha sont dans la merde parce que non seulement ils sont bloqués pendant que Sasuke s'éloigne, mais en plus leur chakra se fait goulûment aspirer par Jirobo. D'ailleurs, je trouve étonnant que même Naruto soit très vite affecté parce que son chakra se fait absorber. Il est censé avoir une quantité de chakra folle, même sans Kyuubi, donc si tu rajoutes Kyuubi, c'est quasiment illimité, donc c'est bizarre. C'est l'intervention de Darko. Tu te calmes? Pardon, je me suis emporté. Alors ça, c'est plus ou moins expliqué avec la suite du manga, mais à ce moment précis de l'histoire, Naruto n'a pas d'accès libre au chakra de Kyuubi. À chaque fois, il doit aller devant la prison du renard, demander du chakra, en réclamer, et Kurama, lui, il va en donner seulement s'il le veut, seulement s'il le souhaite, ou bien si sa vie est en danger. Mais s'il n'y a pas ces conditions-là, en fait, Naruto n'a pas le chakra de Kyuubi en plus. Alors attention, Naruto a plus de chakra parce qu'il vient du clan Uzumaki, mais par contre, on peut pas dire qu'il a plus de chakra grâce à Kyuubi, parce qu'il ne l'a pas tout le temps, tout simplement. Il va la ramener à chaque fois, l'autre, ou... Ce premier revers nous montre que l'équipe de Shikamaru manque encore de coordination et d'expérience. Ça va être l'occasion pour Shikamaru de montrer ses talents de tacticien et de meneur d'hommes, soutenu par son fidèle ami Shoji. C'est d'ailleurs ce dernier qui les libérera de l'emprise de Jirobo, ce qui donnera lieu au combat des gros. C'est un combat très cool qui permet de mettre en avant un personnage jusqu'ici très discret, Shoji, dont le rôle jusqu'à présent était celui du gros rigolo qui bouffe. On découvre son éventail de techniques qui ne se limite pas à se transformer en boule géante qui défonce tout. Le gars peut agrandir ses membres pour porter des coups dévastateurs avec ses bras ou ses jambes, il peut même devenir giga géant. C'est plutôt stylé. Oui, je sais ce que vous vous demandez tous. Est-ce qu'il peut utiliser sa technique pour agrandir son chibre? Eh bien, au vu du braquage qu'il fait à la fin du manga, je pense qu'on peut supposer que oui. On découvre aussi qu'il s'agit d'un jeune homme qui souffre d'un grand manque de confiance en soi et d'un manque de considération de la part de ses pairs. Même Naruto le sous-estime de ouf, alors qu'il devrait être celui avec le plus d'empathie. Pas cool Naruto, pas cool du tout. Arrêter Jirobo, c'est pour lui un moyen de prouver aux autres et à lui-même qu'il est un ninja de valeur. C'est aussi un moyen de se montrer digne de l'estime et la confiance que son meilleur ami Shikamaru place en lui. Au fur et à mesure que le combat avance, il se déleste du poids du regard des autres, prend confiance en lui, révèle sa vraie puissance. Il sort de son cocon et déploie ses ailes de papillon. Symbolisme de sa transformation finale, qui est très stylée d'ailleurs, pleine de sens, c'est beau. Bon, c'est dommage qu'on la reverra plus beaucoup cette technique, ni même le personnage de Shoji d'ailleurs, qui fera plus grand chose après ce passage-là. Oui. C'est l'intervention de Darko. Et pour être un peu plus précis, on va bel et bien revoir la forme papillon à plusieurs reprises sur la fin du manga, avec Asuma réincarné contre la Team 10, mais également Shuji et Shoza contre la statue de Gedomazo, et également une apparition sur la fin de The Last. Donc on va la revoir beaucoup, mais sur la fin de l'animé et du manga. Ouais, merci pour ces explications. Mais j'aime beaucoup la scène où après avoir gagné, Shoji avance pour rattraper le groupe. Il voit que ses potes ont laissé une flèche pour indiquer la direction à prendre. Preuve qu'ils avaient confiance en sa victoire. Hélas, à bout de force, ils tombent dans les vapes sans avoir pu les rejoindre. Partie 6, Neji versus Kidomaru. Les chevaliers de Konoha rattrapent pour la seconde fois le quartier d'Oto. Cette fois-ci, ils sont retenus par Kidomaru, le mec aux 6 bras. Il doit se faire de ses branlettes, le gars. Dinguerie.
Les fils d'araignée de Kidomaru mettent en difficulté tout le monde. Seul ce bon vieux Neji, grâce à son Juken, le point souple, peut faire quelque chose. Le Juken, c'est une technique qui consiste à injecter son chakra dans le corps ennemi pour le faire exploser de l'intérieur. Kidomaru ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. T'as la ref? Non, parce que la technique de Neji, ça ressemble aux techniques d'Okuto no Ken, c'est pour ça. Voilà. Oui. Contrairement à Shoji, Neji est un personnage qui a déjà été pas mal mis en avant, notamment lors de l'examen Chunin où on découvre par un flashback son passé tragique. Neji est un fataliste. Pour lui, ton destin est déjà décidé à l'avance dans ce monde, et il n'y a rien à y faire, c'est impossible de le changer. Lui, c'est un génie du combat, mais un membre de la seconde branche du clan Hyuga. Il est donc condamné à n'être qu'une arme qui ne s'appartient pas. Au contact de Naruto, a priori destiné à n'être qu'un raté, il va commencer à ouvrir les yeux et changer sa vision du destin. Et son combat contre Kidomaru parle de ça. D'un point de vue purement martial, le combat est un banger. Kidomaru est dégueulasse mais stylé, très intelligent et vicieux. Il y a beaucoup de tactique. C'est intéressant de noter que souvent c'est aux gentils entre guillemets de percer le pouvoir du méchant. Et bien là c'est l'inverse. C'est Kidomaru qui doit percer les secrets du Byakugan de Neji. Il essaye de le piéger avec ses fils d'araignée et au bout d'un moment, il comprend que Neji peut voir à 360 degrés, mais qu'il a un tout petit angle mort. Je sais que j'ai tendance à trouver le symbolisme de Kishimoto parfois un poil grossier. Autant là pour le coup, je trouve ça génial. À la base, Neji est un fataliste en grande partie parce que ses yeux peuvent tout voir et avec eux, il ne voit aucune issue possible, aucune voie pour échapper à son destin. L'angle mort dans son champ de vision est un cône qui mène directement à son cœur. Kidomaru, pour asséner son coup fatal, attache sa flèche à un fil. Neji parvient à gagner, en n'essayant plus ni de voir ni d'éviter la flèche. Il comprend qu'il ne trouvera pas d'issue grâce à ses yeux, mais grâce à son cœur, à son instinct. Il a commis, pour gagner, un ultime acte de foi, qui lui a permis de trancher définitivement le fil du destin, représenté par l'étoile de Kidomaru. Non, vraiment, là pour le coup, bien vu. Oui. Autre élément assez intelligent, je trouve, c'est de faire un parallèle avec le personnage de Sasuke. Cependant, je pense que ça aurait mérité d'être creusé un peu plus. Je t'explique. Sasuke a fait le choix d'abandonner son destin aux mains de quelqu'un d'autre, et cette soumission, cet abandon est symbolisé par une marque. C'est exactement ce qu'a vécu Neji toute sa vie, et quelque chose qu'il a pu changer en partie grâce à Naruto. Partie 7, les combats de Shikamaru et Kiba. Bon, jamais 203. Les chevaliers de Konoha restants rattrapent encore une fois les gars d'Oto. Cette fois-ci, ils ont le dessus, grâce à un plan bien habile, mais qui part en couille quand même pour deux raisons. La première raison, Akamaru, le chien, trébuche en posant un parchemin explosif. Et Kiba va l'aider, et les deux sont pris dans l'explosion avec Sakon et tombent dans une fosse rocheuse. Un chien qui trébuche? Un chien ninja qui trébuche? Un peu facile celle-là. Puis la deuxième, c'est l'arrivée de Kimimaro, qui se bat avec le baquet contenant Sasuke, obligeant cette fois Shikamaru à rester affronter Tayuya pour que Naruto puisse poursuivre Kimimaro. Bon, on sent avec cette partie que le Kishimoto commence à être un peu saoulé du format Arc du Sanctuaire. La preuve, il décide de nous narrer 3 combats en même temps. Et là, je vais me faire un peu taper sur les doigts sans doute, mais pour moi, c'est les combats les moins intéressants de l'arc. Oui. Le combat de Kiba et Akamaru versus Sakon et Ukon, je suis désolé, mais je m'en bats les couilles. Les deux se font juste laminer, et plus grave, je trouve que le combat, contrairement aux deux précédents, ne raconte pas grand chose d'intéressant. Parce que Kiba, je suis désolé, mais on s'en bat les couilles. Intérêt de Kiba. Truc spécial de Kiba, il est pote avec son chien. On s'en branle de son clébard. Il pue la merde. Le gars, il veut être Hokage, mais on dirait que c'est une version troll de Naruto. Il est nul. Oui. Mauvais casting pour le coup. Il aurait dû prendre Shino. Voilà un mec qui est stylé. Et même constat pour le combat Shikamaru versus Tayuya, hein. Alors bien sûr, le côté hyper tactique man game de Shikamaru agrémenté de remarques misogynes, c'est sympa, mais encore une fois, ça ne raconte pas grand chose. Je pense que l'arc narratif de Shikamaru ne se résume pas à ce combat, pour le coup, faut voir plutôt l'arc dans son ensemble. La stratégie de Shikamaru sur le chemin, on comprend qu'il connaît les gens qu'il a sélectionnés. Son discours par rapport à Sasuke sur le fait qu'il ne l'apprécie pas, mais que ça reste un ninja de Konoha, donc il est prêt à mourir pour lui quand même. Il est aussi développé via le combat de Shoji, car il est le premier à lui avoir tendu la main, le premier à lui avoir offert une conversation, une chance. Ce n'est pas le combat qui le développe, c'est plus le moment entre les combats. Le gars nonchalant qui assume sa première vraie mission et toutes les responsabilités qui vont avec, le forçant à mûrir prématurément. Ça, c'est intéressant. Mais le combat contre Tayuya, là, osef. Tout ça pour que lui et Kiba perdent en plus. On va y revenir vite fait après.
Partie 8, fan service en cascade. Naruto fait face à Kimimaro, qui vient à bout de ses milliers de clones sans problème. Question, à part dans le premier chapitre du manga, on est bien d'accord que sa technique n'a jamais fonctionné sur quelqu'un, hein? Là, le Kimimaro, il défonce, je sais pas, genre 500 clones en à peine 5 minutes sans transpirer. Est-ce qu'on peut causer du power scaling dans ce manga ou pas à un moment donné? Parce que... Sasuke sort de sa bassine en mode Tokyo Hotel et trace aussi sec en direction du pays du son. C'est là que Rock Lee débarque pour permettre à Naruto de partir à sa poursuite. Et là, je sais qu'il s'agit d'un des passages préférés de cet arc de plein de gens, mais moi, je vais me faire insulter parce qu'après mûre réflexion et relecture, j'aime pas trop ce passage. Premièrement, parce que sa présence est un petit peu incohérente. On est bien d'accord que l'équipe de Shikamaru poursuit les gars d'Oto depuis quoi? Une grosse journée. Donc ça veut dire que le Rock Lee, il a eu le temps de subir l'opération, qui est des propres mots de Tsunade, super longue et risquée. Donc il a eu le temps de se réveiller de l'anesthésie, de prendre son médoc, de s'habiller et de les rattraper en moins d'une journée. Voilà, je suis désolé, je dis bullshit. Bullshit. Et il les rattrape à pied en plus. Non. Alors oui, c'est très cool de le revoir sur pied, c'est très cool de le voir pratiquer le Suiken, la technique de l'homme ivre. La mise en scène de cette technique est incroyablement stylée, mais c'est juste du fanservice. Tu ne peux pas mettre autant de pression, de suspense, d'intensité dramatique autour de l'opération de Rock Lee pour régler ça en 2 coups de cuillère à peau hors champ avec une vanne. Là, je suis désolé, à la relecture, j'ai eu la sensation de m'être fait arnaquer, là. Oui. Alors dans l'absolu, ça a un peu de sens de le faire affronter Kimimaro. Il s'agit de 2 personnages qui ont choisi la mort plutôt que de renoncer à ceux qu'ils sont. Mais la question n'est pas vraiment adressée en fait au final. Bon, je reviendrai sur Kimimaro juste après. Et pour revenir au fanservice, l'arrivée des ninjas de Suna, même si c'est un peu cool, surtout de voir Gaara et Rock Lee combattre côte à côte, bah, ça a quand même un petit goût de... ça commence à être long, allons plus vite. C'est-à-dire que, à part Gaara, qui galère un peu face à Kimimaro, quand Kuro et Temari, ils one-shot leur adversaire, rendant encore plus inutile tout le délire autour de Kiba et Shikamaru, si tu veux. Donc ça se voit que le gars, il veut aller vite pour passer à autre chose. Oui. Partie 9, la tragédie de Kimimaro. Le personnage de Kimimaro est tragique. Alors, vu que c'est un bandeur d'Orochimaru, c'est très certainement une véritable saloperie, néanmoins, sa dévotion, son amour pour Orochimaru semble sincère. Il est le dernier du clan Kaguya, il a le pouvoir de manipuler et faire pousser ses propres os, qui sont plus durs que l'acier. Il est giga balèze et était destiné à être le prochain réceptacle d'Orochimaru, mais vu qu'il souffre d'un mal incurable indéterminé, il est mourant, du coup Orochimaru a préféré Sasuke. C'est l'intervention de Darko. Aujourd'hui, nous avons l'information que le clan Kaguya est bel et bien un clan qui descend de Kaguya Otsutsuki. On a comme comparaison et comme exemple le fait que le clan Kaguya se bat avec les os avec du taijutsu, et on a Kaguya Otsutsuki qui se bat elle aussi avec des os, mais en tant que projectile, et lorsque les os touchent une cible, elle se désintègre. Par contre, aujourd'hui, on ne sait pas si le clan Kaguya descend de Hagoromo ou Amura, ou bien de Ashura ou de Indra. On ne sait pas de quelle branche ils viennent, mais en tout cas, le clan Kaguya dont vient Kimimaro est bel et bien un clan qui descend de la déesse Lapine. Ça, c'est sûr et certain, on a eu la confirmation il y a plusieurs années. Le gars, par pure dévotion, était prêt à mourir pour offrir son corps à Orochimaru. Il avait découvert sa mission de vie, son objectif ultime, son rêve dont il a été dépossédé par un coup du sort. Un petit peu comme Rock Lee. Il lui restait donc 2 choix. Choix numéro 1, juste renoncer et mourir. Choix numéro 2, mourir quand même, mais utiliser ses dernières forces pour permettre à son remplaçant d'atteindre Orochimaru et ainsi donner un sens quand même à sa vie. Il est clairement dans l'esprit, si tu dois choisir entre la vie et la mort, choisis la mort. Bon, dans son cas, il doit choisir entre la mort et la mort. Mais t'as compris l'idée. C'est aussi l'incarnation de ce que pourrait devenir Sasuke en suivant Orochimaru, un esclave au service de la destruction. Kimimaro est littéralement une arme humaine, il se bat avec ses propres os, il a donné son corps et son âme à Orochimaru. Tout ça pour qu'Orochimaru le zappe totalement en mode « de toute façon je m'en bats la race de l'autre là, envoie-moi Sasuke ». Le faire affronter Gaara a du sens, car Gaara sait ce que c'est d'aimer quelqu'un sans jamais recevoir d'amour en retour. Le coup de force de Kishimoto, c'est d'avoir rendu sa mort super triste. Alors c'est triste parce que nous on sait qu'il est un peu mort pour rien, dans le sens où l'amour qu'il avait pour Orochimaru était à sens unique. C'est triste aussi parce qu'il est mort tout seul. Il n'a pas été tué, il allait clairement marbrer Gaara et Rock Lee quand son cœur s'est arrêté.
Kishimoto, en fait, a créé un personnage trop stylé, trop puissant, trop tôt. Il est obligé de sortir le Death Note, sinon l'histoire s'arrêtait là. Ah bah oui. Mais il a quand même une belle mort, dans le sens où il est mort en faisant ce qu'il voulait. Il est mort heureux. Et ça, c'est beau. Ouais. Partie 10, le flashback de Sasuke. Nous y sommes enfin. Naruto a rattrapé Sasuke aux chutes de la fin, mais avant la confrontation finale, nous avons le droit à un flashback sur le passé de Sasuke. Alors ce n'est pas la première fois que nous avons un aperçu du passé de Sasuke, et c'est pas non plus la dernière. La première fois, nous n'avions vu que la nuit du massacre du clan Uchiwa, perpétré par Itachi. Cette fois-ci, nous avons un meilleur aperçu sur la relation qu'entretenait Sasuke avec ses parents et son frère. On découvre un Sasuke très loin du gars stoïque qu'il est aujourd'hui. C'était un enfant tout à fait normal qui réclamait la reconnaissance de ses parents et de son grand frère. T'enlèves le délire de ninja qui crache des boules de feu, ça reste une histoire assez classique. Il est clair que ce flashback est rempli de zones d'ombre, et c'est normal. Nous avons uniquement le point de vue de Sasuke, le point de vue d'un enfant de 6 ou 7 ans, à qui énormément d'infos et de compréhension de ce qu'il se passe autour de lui manquent. Voir tout le délire avec Shisui et les Uchiwa qui essaient de le soutirer des infos top secrètes, bon bah ça on aura plus d'explications là-dessus bien plus tard dans le manga. Il apparaît aussi que le personnage d'Itachi est plutôt complexe. On semble loin du monstre froid qu'on a croisé quelques tomes plus tôt. Il a l'air d'un adolescent qui essaye d'être proche de son petit frère, respectueux de ses parents. Il porte le fardeau d'être un génie et de devoir répondre aux très hautes attentes de ses parents, du clan et du village. Bon, évidemment, aujourd'hui, on connaît la vérité sur cette tragédie. Mais au regard de ce qu'on voit dans ce flashback, on comprend que c'est cette pression mise sur ses épaules qui a sans doute conduit Itachi à massacrer son propre clan. Genre, ah vous voulez que je sois le meilleur? Mais c'est vous qui me tirez vers le bas. Du coup, il massacre tout le monde, sauf Sasuke, et l'exhorte à cultiver sa haine pour un jour devenir suffisamment fort pour le battre, en lui disant que s'il tue un jour son meilleur ami, il pourra éveiller son Mangekyo Sharingan. Ce flashback nous permet de mieux comprendre pourquoi Sasuke est à ce point déterminé, et nous montre aussi à quel point il est très perturbé dans sa tête, mais en même temps c'est compréhensible pour le coup. Sasuke, dans sa quête de vengeance, est en train de suivre plus ou moins le même chemin que le gars qu'il déteste le plus au monde. Il veut à tout prix tuer Naruto pour développer son Mangekyo Sharingan, mais en même temps il a l'air d'être prêt à mourir pour devenir le réceptacle d'Orochimaru. Et c'est un petit peu confus cette histoire là. Partie 9, Naruto versus Sasuke. Bref, ça nous permet d'enchaîner avec le combat Naruto versus Sasuke. Combat cultissimement culte s'il en est. Un moment très important du manga dans lequel Kishimoto établit que Naruto et Sasuke sont non seulement amis, mais surtout meilleurs amis. J'ai toujours eu du mal à les considérer comme des meilleurs amis. J'ai jamais vraiment senti de complicité entre eux. Dans la logique, c'est même Shikamaru le meilleur pote de Naruto. Ils se fréquentent depuis l'académie et se fréquentent encore après quand ça devient le second de l'Hokage. Et là, Kishimoto, au travers des flashbacks de Naruto, nous dit que si, en fait, depuis tout gamin, les deux se tournent autour, et même sans directement se fréquenter, ils se connaissent bien. Alors autant qu'ils soient potes, ok, mais meilleurs potes. C'est comme si tu me disais que le meilleur pote de Goku dans Dragon Ball c'était Vegeta. Tu vas dire non, je vais dire non aussi. Alors ils se respectent, ils s'estiment. Ils sont amis peut-être, mais ils sont pas meilleurs amis. Le meilleur ami de Goku, c'est Krillin. Et ben là, c'est un peu pareil, c'est la même sensation que j'ai quand tu me dis que Sasuke c'est le meilleur pote de Naruto, si tu veux. Alors je vois ce que veut faire Kishimoto, mais j'ai un peu de mal. Alors c'est peut-être parce qu'ils ont pas partagé tant de moments ensemble, vraiment ensemble, je veux dire. J'ai l'impression que ce combat, finalement, c'est un peu leur premier tête-à-tête de tout le manga. C'est peut-être ça le problème, ils ont pas suffisamment partagé de moments ensemble où on les voit, je sais pas, complices quelque chose, pour que cette invocation qu'est son meilleur ami fonctionne réellement. Mais après c'est peut-être que moi, je sais pas. Durant le combat, Naruto parvient tout de même à atteindre Sasuke, à faire ressortir son côté humain. Naruto lui dit qu'il n'a jamais connu sa vraie famille, mais qu'il a quand même pu nouer des liens forts avec des gens. Avec Iruka, qu'il considère comme son père, et avec Sasuke, qu'il considère un peu comme son frère. Et c'est à cause de ce lien qu'il ne peut pas le laisser partir chez Orochimaru. C'est pour ça que Sasuke enfilera son bandeau avant de combattre à fond, pour remercier Naruto de son affection et lui témoigner la sienne en retour. Ceci étant, ça n'entame pas la volonté de Sasuke de suivre la voie qu'il considère comme étant la sienne. Il suit son Endo, tout comme Naruto suit le sien. Et comme vous le savez, Naruto va perdre. Souvent, dans les shonen du genre, et Naruto n'y échappe pas, les grands combats sont avant tout des combats idéologiques. Généralement, le héros qui gagne, c'est aussi une victoire morale, idéologique sur un adversaire, un antagoniste avec une vision opposée et souvent maléfique, néfaste. Or, alors qu'il s'agit du combat le plus important à ce jour, Naruto perd. Du coup, j'en reviens à ce que je disais plus tôt dans cette vidéo. Sasuke a raison ou pas?
Je dirais que Sasuke a raison de faire le mauvais choix. Je t'explique. La décision de quitter ou non Konoha, de suivre Orochimaru ou non, appartient à Sasuke. Si son objectif ultime dans la vie c'est de venger son clan, ce n'est pas à Naruto de décider s'il peut le faire ou non. Imagine un peu l'inverse. Sasuke qui veut empêcher Naruto de partir avec Jiraiya pour devenir Hokage. Eh bien, tu ne trouverais pas ça très légitime, et ce serait bien normal. Alors, il peut tout à fait essayer de le convaincre, mais en aucun cas il a le droit de le contraindre à rester, parce que ça serait renier qui est Sasuke, réellement, au fond de lui. D'ailleurs, c'est pour cette même raison que Sasuke décide de se barrer, en fait. Oui. Souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos de Sakura. On peut l'appliquer aussi à Naruto. En voulant contraindre Sasuke à rester, ils font preuve d'égoïsme, à un certain degré. Sasuke a raison, dans le sens où il est libre de choisir sa vie. Naruto et Konoha ont tort de vouloir décider pour lui, donc ils échouent à l'arrêter. En rejoignant Orochimaru, Sasuke a fait le choix de suivre qui il pense être réellement. Est-ce qu'il fait une erreur? Peut-être, mais c'est à lui de le découvrir. Et il préfère prendre le risque de mourir plutôt que la certitude de devoir renier qui il est. Bon, après, la question plus large, c'est qui est réellement Sasuke Uchiwa? Est-ce que c'est le précieux membre honoré de la Team 7 de Konoha, ou bien est-ce que c'est ce qu'en a fait son frère Itachi? Eh bien ça, on aura la réponse bien plus tard dans le manga. Ah, et bien évidemment que le combat niveau action est une giga masterclass. Quand Naruto passe en mode une queue, quand Sasuke a son Sharingan complet, quand il libère la marque avec ses mains cheloues dans le dos, le méga clash avec le Chidori noir et le méga Rasengan de ouf. Même en animé, ça a traumatisé des générations. C'était incroyablement incroyable. L'arc de récupération de Sasuke est devenu un classique et c'est amplement mérité. C'est le point culminant de cette première époque du manga qui cristallise tous les enjeux autour de Naruto et de Sasuke et qui pose les bases de ce qui pourra être appelé l'ère Shippuden. Une ère qui s'annonce plus dense, plus complexe, plus mature. Mais ça, nous en reparlerons dans les prochains épisodes de Narutologie. Kakashi Hatake, le légendaire ninja copieur de Konoha, chef de la Team 7, réputé pour sa puissance, sa myriade de techniques et sa pupille mystérieuse. Son flow n'a d'égal que sa nonchalance apparente. Véritable pilier des ninjas supérieurs de Konoha, respecté par tous. Personnage auréolé de mystère, on s'est tous demandé un jour, mais d'où lui vient son Sharingan et sa cicatrice? De quel lourd passé est-elle le stigmate? Kishimoto nous a donné une bonne partie des réponses dans le mini-arc Kakashi Gaiden, et c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de Narutologie, l'émission entièrement consacrée à Naruto et à son univers. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'arc Kakashi Gaiden. Mais juste avant, on va faire un petit détour pour parler de l'épilogue de l'arc précédent, l'arc de récupération de Sasuke. Oui. Qui fait également office d'épilogue à la première époque, la première saison du manga. Partie 1, épilogue. Quelques jours après leur retour à Konoha, nous retrouvons Naruto qui vient de retrouver conscience après sa défaite face à Sasuke. Il retrouve d'abord Shikamaru, qui lui apporte du réconfort, puis c'est au tour de Sakura de se présenter devant lui. C'est une scène que je trouve intéressante à la fois dans la construction de Naruto et surtout dans celle de Sakura, qui, comme vous le savez si vous avez vu l'épisode précédent, est un personnage qui me tape sur le système. D'ailleurs, j'en profite pour clarifier un truc, ce n'est pas parce que je trouve personnellement un personnage antipathique ou agaçant que ça veut dire qu'il soit fondamentalement mal écrit. Je n'aime pas la personnalité de Sakura, elle m'agace un peu, mais niveau d'écriture, pour le moment, ça se tient. Je dis bien pour le moment, on en reparlera de celle-là aussi. Dans l'épisode précédent, j'ai conspué le fait que Sakura ait un comportement particulièrement égoïste aussi bien envers Sasuke qu'envers Naruto. Avec le premier, on a l'impression qu'elle veut qu'il reste, non pas pour lui sauver la vie, mais pour elle, être heureuse avec lui. Et pour Naruto, elle l'oblige à lui promettre de ramener Sasuke, lui collant une responsabilité écrasante sur le dos, comme s'il n'avait pas déjà du mal à gérer ses propres émotions. Il devient tributaire en plus de celle de Sakura. Ce qui est un move de connasse. Oui. Heureusement, elle semble prendre conscience de la pression injuste qu'elle a mise sur Naruto, lorsqu'elle le voit en piteux état physique et émotionnel à l'hôpital. Elle a enfin une prise de conscience. Elle comprend qu'elle a été égoïste et inutile et qu'il est temps que ça change. Ceci étant, elle s'y prend encore une fois plutôt mal. Quand Naruto, pris de remords et d'angoisse, essaye de rassurer Sakura, celle-ci coupe court en lui disant « Oublie Naruto, ça n'a plus d'importance ». Est-ce un petit peu passif-agressif? Ce sont encore des enfants, c'est tout à fait normal et logique qu'ils aient encore pas mal de difficultés à exprimer clairement leurs ressentis, leurs émotions.
Cependant, ça n'enlève rien au fait que la réaction de Sakura, ça l'a pas vraiment soulagé le Naruto, hein. Ça a l'air d'avoir eu l'effet inverse en fait. Naruto se sent doublement coupable, coupable d'avoir échoué à ramener Sasuke et coupable d'avoir trahi sa promesse envers Sakura, parce que je le rappelle, il est toujours censé être amoureux d'elle. Viens, on parle 2 secondes de ça, parce que pendant des années, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi le Naruto était à ce point amoureux de Sakura. Puis ça m'est venu. Naruto prétend être amoureux de Sakura parce que Sakura est amoureuse de Sasuke. Avoir la validation de Sakura, c'est une autre façon de rivaliser avec Sasuke. En réussissant à avoir la validation de Sakura, il aura donc la validation de Sasuke et aussi son affection. Donc Naruto veut séduire Sakura pour séduire Sasuke. C'est ça. Freud parlerait sans doute d'un transfert du désir, où Sakura n'existerait pas en tant que Sakura, mais simplement comme une figure de transfert de Naruto vers Sasuke, qui est lui inaccessible. C'est une version un peu malsaine du triangle amoureux. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute le triangle Griffith-Casca-Guts dans Berserk. Casca sert de figure de transfert dans la relation amour-haine entre Guts et Griffith. Donc la scène de Guts et Casca sous la cascade, ça... Eh oui. Et ça marche avec l'Eclipse aussi. Oui. Bref, revenons à nos moutons. Naruto se sent coupable d'avoir échoué auprès de Sasuke et de Sakura. Ça démontre qu'il souffre d'un très gros complexe du sauveur, aussi appelé syndrome du sauveur. C'est lorsqu'une personne ressent le besoin pathologique de venir en aide aux autres, de les sauver, même si cette aide n'est pas nécessaire ou demandée. La personne peut penser qu'elle seule peut réparer ou guérir les autres, ce qui crée une forme de dépendance émotionnelle ou relationnelle, au détriment du sauveur. C'est un syndrome souvent lié à des individus qui souffrent d'un manque de reconnaissance dans l'enfance, et qui ont donc le besoin de se sentir utiles pour être reconnus. Naruto correspond donc parfaitement. Il est pas du tout dans un délire sain en fait. Oui. C'est ce qu'essaye de lui faire comprendre Jiraiya lors de sa visite. Il lui dit clairement « oublie Sasuke », et il parle en connaissance de cause, car lui aussi jadis a essayé de raisonner son ancien compagnon Orochimaru. On retrouve ici l'idée de cycle qui se répète, très présent tout au long du manga. Jiraiya a semble-t-il lui aussi tout tenté pour amener Orochimaru dans le droit chemin, et a échoué, lui causant énormément de peine. Il se rend compte avec l'âge et l'expérience qu'il aurait pu s'épargner bien des souffrances s'il avait simplement accepté que son ami avait changé pour toujours. Souffrances qu'il veut épargner à Naruto. Mais Naruto n'en démord pas. Même si Jiraiya menace de ne pas l'entraîner, il continuera d'essayer de ramener Sasuke du bon côté de la force, quel que soit le prix à payer. Mais ce n'est pas seulement une histoire de complexe du sauveur. Dans la psychologie analytique, Carl Jung parle du concept d'ombre projetée. L'ombre désigne la part inconsciente, refoulée et non reconnue de nous-mêmes, souvent jugée inacceptable, honteuse ou contraire à notre image consciente. Et projetée parce qu'on projette cette part d'ombre sur les autres. Dans le cas de Naruto, il projette ses blessures non résolues sur Sasuke. C'est en partie pour ça aussi qu'il veut à tout prix sauver Sasuke. Parce que quand on regarde bien, Naruto a lui aussi toutes les raisons du monde d'en vouloir à la terre entière, sauf qu'il refuse de reconnaître, de prendre conscience de cette rancœur, alors que Sasuke, lui, l'embrasse. S'il sauve Sasuke, s'il le répare, ça prouvera que lui aussi peut réparer ses blessures. C'était plus ou moins la même dynamique avec Gaara, et c'est quelque chose qui deviendra récurrent dans la suite. Le fameux Talk no Jutsu, ça vient de là. C'est cette même projection qui convainc d'abord Jiraiya qu'il faut que Naruto abandonne Sasuke. Il se dit que si lui a échoué, Naruto échouera sûrement. Mais lorsqu'il voit sa détermination, il se dit que si Naruto réussit là où lui a échoué, ça lui permettra quelque part d'être en paix avec le passé. Jusque-là, les relations dans le manga sont superbement écrites. Et puis surtout, ça nous montre que Naruto est en fait un personnage complètement ravagé psychologiquement. Moi, pendant longtemps, je l'ai vu comme un modèle de motivation, de détermination, de force mentale. Mais plus je relis le manga, plus je me rends compte qu'il va pas bien du tout en fait. Oui. Bref, Jiraiya vient lui annoncer qu'à partir de maintenant et pour les 3 ans à venir, il sera son disciple officiel, en vue de le préparer à son affrontement futur avec l'Akatsuki, qui passera à l'action dans au moins 3 ans. Et il le rassure en l'informant que Orochimaru ne pourra pas non plus prendre le corps de Sasuke avant au moins 3 ans. Bah alors, ça tombe vraiment bien, hein. Sacrée coïncidence quand même, hein. Sakura, quant à elle, demande à Tsunade de la prendre comme disciple. Alors je vois totalement l'idée de faire de Sakura un ninja médecin. Ça lui donne enfin un rôle vital, et je comprends aussi l'idée de faire de l'équipe 7 le miroir des Sannin. Naruto et Jiraiya, Sasuke Orochimaru et Sakura Tsunade. Alors autant Naruto, Jiraiya et Sasuke Orochimaru, ça fait parfaitement sens et semble naturel au vu du récit,
autant la relation Tsunade-Sakura fait vraiment forcer. La première fois que Sakura rencontre Tsunade, c'est lorsque Naruto l'amène pour soigner Sasuke. La seconde fois, c'est lorsqu'elle se croise en allant visiter Naruto à l'hôpital après sa mission. C'est un peu léger pour que leur relation maître-disciple paraisse aussi légitime et naturelle que pour les deux autres. Ou alors c'est moi qui chipote, je sais pas. Bref, ensuite, on voit tous les genin de Konoha reprendre leur entraînement respectif en vue d'être prêts pour les futurs combats. Naruto quitte le village avec Jiraiya. Pendant ce temps, quelque part dans l'ombre, les membres de l'Akatsuki se réunissent et se préparent à passer à l'action dans 3 ans. Ce qui marque la fin de la première époque du manga. Viendra ensuite l'arc Kakashi Gaiden, une histoire courte de 6 chapitres présente dans le volume 27 de Naruto, sorti le 4 avril 2005. Mettant en avant l'unité de Minato Namikaze ainsi que ses élèves Kakashi, Obito et Lin. L'action prend place une quinzaine d'années dans le passé à la fin de ce qu'on appellera la troisième grande guerre ninja. Partie 2, la troisième grande guerre des shinobi. Avant de commencer réellement la rétrospective de cette histoire, je pense quand même qu'il est très important de bien situer, expliquer pourquoi Konoha participe à ce conflit et à quel point il est important. Bah les gens ont juste à lire le manga, non? Eh bien, pas tout à fait, parce qu'en fait, ces informations arriveront bien plus tard dans le manga, et c'est seulement en relisant le manga, et surtout ce tome 27, qu'on comprend tout, en fait. Mais c'est quand même important, oui. Ce conflit commencera quelques mois après la disparition du troisième Kazekage, orchestré par Sasori des Sables Rouges. Suna, ayant perdu son meilleur marionnettiste, mais surtout son plus puissant Kazekage, tombe dans l'obsession et le désir de retrouver son plus puissant dirigeant disparu. Retrouver quelqu'un de mort? À l'époque, le troisième Kazekage n'était pas mort, mais porté disparu. Il a été pendant de longues années la personne la plus recherchée du pays du vent. C'est seulement lorsque Shio découvrira son pantin au chapitre 267 du manga que le village de Suna pourra commencer son deuil, soit après 16 ans d'inquiétude et de mystère. Suna devient donc rapidement vulnérable, et par ce même biais, les pays alentours tentent de prendre le pouvoir sur le village caché des sables. Mais ça devient aussi l'occasion pour tout le monde de prendre sa part du gâteau. C'est donc au même moment que les villages de Konoha et de Iwa commencent à s'affronter sur les terres de Kusa. Parce que oui, le petit village de Kusa a la malchance de se situer entre 3 des plus grands pays du monde ninja. Et ça, c'est pas de chance. En gros, ils ont la même situation que le village de Hame, c'est-à-dire la position de petit pays de merde à côté de Mastodonte. Les ninjas de Konoha découvriront rapidement que les ninjas d'Iwa ont pour objectif d'attaquer le pays du feu, en passant par le pont Kanabi. Un pont très important pour le passage de marchandises et de ressources. C'est à ce moment précis que l'unité de Minato entre en action, car elle sera chargée de détruire le pont Kanabi afin d'éviter au Pays de la Roche toute invasion sur les terres de Konoha. Mais ce n'est pas tout, car sur le champ de bataille, on retrouvera également Itachi Uchiwa encore enfant, qui développera à cause de cette guerre un traumatisme et finira par grandir en développant un pacifisme obsessif, qui le conduira plus tard à aller jusqu'à massacrer son propre clan pour conserver la paix. Ouais, on reviendra en temps voulu sur cette histoire-là, hein? Au même moment, sur le pays voisin de Kusa, nous retrouvons Yahiko, Konan et Nagato qui forment avec d'autres ninjas un groupe destiné à défier Hanzo la salamandre et commenceront à porter le nom de l'Akatsuki. Hanzo, craignant leur puissance, établira une alliance avec Danzo Shimura et l'organisation La Racine afin de les affronter. Danzo profite donc du fait que Hiruzen regarde du côté de Iwa pour faire des petits coups de pute dans d'autres pays. C'est un bâtard, mais il est fort. Pendant ce temps, Kumo, qui voit le monde se détruire, décidera lui aussi de rentrer dans la guerre. Et c'est le troisième Raikage qui finira par mourir après un combat de 3 jours et 3 nuits, en offrant un combat légendaire contre les villages de Kiri, Iwa et Konoha. Le fameux 1 versus 1000, laissant ainsi à ses hommes le moyen de battre en retraite. Alors que A et Killer Bee retournent vers le pays des nuages, ils tombent sur l'unité de Minato Namikaze, et un rapide combat éclate. Minato expliquant de cette manière qu'il sera bientôt le 4e Hokage et son ennemi le 4e Raikage, et ainsi qu'ils se reverront un jour ou l'autre sur le champ de bataille. Pour finir, nous retrouverons même Madara Uchiwa dans les profondeurs de Kusa, attendant qu'une brèche puisse s'ouvrir pour son projet de résurrection. Itachi, Kakashi, Killer Bee, Madara, Sasori, Yahiko, mais c'était une putain de guerre en fait. Bah c'est pour ça que je te dis que c'est important de parler de la guerre dans son ensemble. Et la guerre a commencé plus ou moins à cause de Suna. Ils ont fait quoi de spécial eux? Eh bien, ils ont élu Rasa comme 4e Kazekage, et puis ils sont restés défendre leurs frontières sans faire les fous. Voilà. Vous l'aurez donc compris, la troisième grande guerre des shinobi est l'une des plus meurtrières, parce qu'elle a impliqué tous les belligérants du continent pendant de longues semaines. Voilà, ça a vu naître pas mal de légendes, et d'autres grands noms qui ont perdu la vie, notamment Obito Uchiwa, qui est mort durant cette guerre, mais pas tout à fait en fait, on y reviendra plus tard, oui. Mine de rien, ce résumé de la troisième grande guerre shinobi a pris pas mal de temps. Il est temps d'attaquer ce fameux tome 27. C'est parti. Partie 3, Kakashi Gaiden.
L'histoire commence alors que le jeune prodige Kakashi Hatake vient d'être promu au rang de Jonin, ninja supérieur, et que lui et son équipe ainsi que Minato Namikaze se retrouvent pour partir en mission. C'est l'occasion de découvrir Obito Uchiwa, Lin et bien évidemment le futur 4e Hokage. C'est d'ailleurs sa toute première apparition directe dans le manga. Ah, je me souviens à l'époque où c'est sorti, on était tous comme des dingues. Ah oui. Cette scène d'introduction établit rapidement la dynamique du groupe. Kakashi et Obito ont une dynamique de rivaux très similaire à celle de Naruto et Sasuke. Le cancre au pouvoir caché qui rêve de reconnaissance face au génie taciturne que tout le monde admire. On revient une fois encore à cette idée de cycle qui se répète, d'époque en époque. Lin en revanche semble avoir un rôle à la Sakura. Elle aime Kakashi et est aimée par Obito. Bon, là, plus ça va, plus j'hésite. Soit Kishimoto, il fait totalement exprès, soit il sait pas écrire autre chose en fait. Je sais pas. Bon allez, je troll un petit peu, oui. Lin est une ninja médecin, ce qui en fait une espèce de Sakura fonctionnelle. Ça change, et je pense que Kishimoto en profite pour introduire le concept d'un médecin par équipe. Quant à Minato pour le coup, il n'est pas vraiment un miroir de Kakashi. Là où Kakashi paraît aujourd'hui nonchalant, Minato est plutôt stoïque et patient avec ses disciples, mais il est toutefois capable d'autorité. Il a un véritable leadership naturel, on comprend direct pourquoi il a fini Hokage. Toute cette troupe a pour mission de s'infiltrer dans les lignes ennemies du pays de la Roche pour détruire le pont Kanabi, afin d'empêcher les troupes ennemies de pénétrer dans le pays du feu. En vue de cet objectif, Kakashi, du même rang que Minato à présent, devient chef de l'escouade composée d'Obito et de Lin, tandis que Minato va partir de son côté, afin d'agresser directement l'ennemi sur sa ligne de front, pour créer une diversion. Sur le chemin, nos 4 amis se font prendre en embuscade par un éclaireur isolé. C'est là que Kakashi essaye pour la première fois en conditions réelles la technique qu'il vient de mettre au point, le Chidori. Minato repère directement la faille dans la technique de Kakashi, et ça ne manque pas. Kakashi essuie au dernier moment un méchant contre de l'adversaire, et sans l'intervention in extremis de Minato, il serait mort. L'introduction établissait les relations entre les personnages, cette première escarmouche établit leur dynamique d'équipe et aussi leur dynamique en combat, mettant en avant les forces et faiblesses des différents personnages. Kakashi, qui de prime abord paraissait très rigide et strict, fait ici preuve d'une certaine immaturité, refusant d'écouter les directives de Minato et en ne réalisant pas prendre un risque inutile en employant sa technique. Il a péché par orgueil, mettant ainsi en danger sa vie et la mission. Obito y voit une occasion de prendre l'ascendant sur son rival en le disputant, sauf que pendant que Kakashi faisait le boulot, Obito est resté tétanisé par la peur, scène qui marque encore un peu plus l'écart entre les deux rivaux. L'un veut grandir un peu trop vite, l'autre aimerait grandir plus vite. Minato en profite pour rappeler son autorité et son expérience en leur inculquant la qualité la plus importante d'un ninja, c'est de savoir travailler en équipe. Dernière leçon du maître avant de laisser ses élèves accomplir leur mission seuls. La veille de leur séparation, Obito partage ses doutes avec Minato. Il se demande s'ils seront capables de travailler en équipe alors que Kakashi leur abaisse en permanence, tout en reconnaissant l'immense talent de ce dernier, et en admettant lui-même ne pas être à la hauteur de la réputation de son clan. C'est là que Minato lui explique que si Kakashi est aussi doué, c'est parce qu'il est le fils de Sakumo Hatake, un ninja légendaire encore plus fort paraît-il que les 3 Sannin. Il a donc été élevé dans un environnement d'élite, ce qui explique qu'il a du mal à comprendre que ses camarades aient plus de difficultés que lui. Minato poursuit en évoquant la tragédie de Sakumo. En effet, il y a 5 ans, alors qu'il était engagé dans une mission ultra secrète, il a préféré abandonner la mission plutôt que de sacrifier ses hommes. Il a ensuite été victime d'une campagne de harcèlement et de calomnie, même venant des camarades qu'il a sauvés. Et tout ça l'a mené à sauter la vie. Expliquant selon Minato la rigidité de Kakashi face au respect des règles. Le caractère du jeune Kakashi s'explique par le traumatisme de la mort de son père, qui a tout perdu parce qu'il n'a pas suivi les règles pour des raisons sentimentales. Il est donc convaincu que son père était un mauvais ninja, et vit non pas dans l'ombre de la grandeur de son père, mais dans celui de sa honte. Bon, je sais que sur le papier, Konoha est censé être l'un des villages les moins pires, mais entre ce qu'ils ont fait subir au père de Kakashi jusqu'à le forcer à s'auto-terminer, le fait que Kakashi, à cause de ça, soit devenu totalement névrosé, plus les dingueries qu'ils vont faire à Itachi par la suite, c'est quand même une belle bande de salopards. Bref, le lendemain, Kakashi, Lin et Obito se séparent de Minato et partent en direction du pont Kanabi. Après quelques temps, ils sont attaqués par 2 ninjas d'Iwa, Taiseki, un expert en camouflage, et Kako, un interrogateur sadique. Malgré une réaction efficace et coordonnée du trio, Lin se fait enlever par l'ennemi. Et c'est là que nous avons l'un des dialogues les plus importants de l'arc, un dialogue fondamental dans ce que va devenir Kakashi par la suite. Kakashi ordonne à Obito de ne pas poursuivre les ravisseurs de Lin, il souhaite d'abord compléter la mission. Obito bien évidemment refuse d'obéir. Kakashi lui assène un discours froid et rationnel sur la réalité du monde shinobi. Comme quoi, un shinobi pour mener à bien ses missions doit être capable de faire abstraction de ses émotions. Paroles dictées par le traumatisme de la tragédie de Cro-Blanc.
Ce à quoi Obito rétorque que pour lui le Cro-Blanc était un véritable héros, et le poursuit par cette réplique culte que Kakashi répétera à l'équipe 7 plus tard. Ne trouvant rien à répondre, Kakashi laisse Obito partir sauver Lin, tandis que lui part poursuivre la mission. On assiste à une opposition entre l'ordre collectif incarné par Kakashi et la morale individuelle incarnée par Obito. Pour Kakashi, les règles, bien que cruelles, incarnent un bien absolu car nécessaire à la survie et la prospérité du village. Il ne les questionne pas, ou plutôt n'ose pas les questionner. Traumatisé par ce qu'a subi son père pour avoir enfreint les règles. Alors Cro-Blanc a sauvé des vies certes, mais il l'a fait en dehors des règles, donc pour Kakashi, c'était mal. Kakashi a plus peur de subir le courroux du système, comme son père, que de perdre son ami Lin. Et c'est toujours Konoha les gentils? Eh bien, apparemment. C'est là que Obito, en refusant de se plier à un système qu'il trouve injuste, fait preuve d'un courage moral qui fait défaut à Kakashi. C'est un peu ironique, car c'est Obito qui est censé être le trouillard. Pour Obito, suivre à la lettre le règlement est absurde et contre-productif. Si le système ne t'autorise pas à te battre pour sauver ceux que t'aimes, à quoi bon protéger ce système? Ils font la guerre pourquoi, au juste, si ce n'est pas pour protéger leur être cher? Kakashi est donc totalement mis face au même dilemme que feu son père. Suivre les ordres ou sauver ses camarades. Suivre les règles ou suivre son cœur, son kokoro, oui. Il choisira finalement de suivre son cœur et sauvera in extremis Obito d'un assaut de Taiseki, dans une pleine page qui pète la classe, mettant en avant l'éclat de ses cheveux et de sa lame blanche. À cette vue, Taiseki demandera si Kakashi est le fameux Cro-Blanc de Konoha. Il répond « Non, cette épée est un souvenir de mon père ». Il révèle ainsi qu'il a encore de l'estime pour son père. De plus, le fait d'utiliser cette épée pour sauver un camarade revêt une symbolique forte. Kakashi épouse là les idéaux de son père. Mais juste après, il perdra son œil gauche en protégeant Obito. Obito éprouve de la honte. Après avoir fait de grands discours pour convaincre Kakashi de sauver Lin, il reste une fois de plus prostré pendant que son ami se sacrifie. Exalté par la volonté de se montrer enfin à la hauteur de ses paroles, Obito éveille ses Sharingan et tue Taiseki. Et c'est tous deux animés par la même volonté qu'ils vaincront Kako, dans une attaque combinée alliant la vitesse de Kakashi et la clairvoyance des Sharingan d'Obito. Et libéreront Lin. Hélas, l'ennemi n'est pas encore mort et parvient à les piéger dans un d'automne qui fait écrouler la grotte sur eux. Une pierre assomme Kakashi, Obito le dégage rapidement mais se fait écraser par un énorme rocher. Il se sacrifie à son tour pour sauver ses camarades. Nous arrivons là à un moment très important pour les personnages de Kakashi et Obito, et même un moment très important pour l'entièreté du manga, mais ça, on s'en rendra compte bien plus tard. Aux portes de la mort, Obito décide d'offrir son Sharingan restant à Kakashi. Le symbolisme est évident, Kakashi devient le garant de la vision du monde d'Obito, et prendra même quelques traits de sa personnalité. Le côté nonchalant toujours en retard, ça vient de là. Il doit à présent vivre aussi pour lui. L'assaut final de Kakashi contre Kako affiche aussi un symbolisme discret mais profond. Lorsqu'il combat son adversaire, la lame de son père se brise, et il gagne en utilisant le Chidori, perfectionné par le Sharingan qui permet d'anticiper les attaques. La lame qui se brise, c'est la culpabilité de Kakashi vis-à-vis de son père qui s'efface. C'est son ancienne vision du monde qui meurt. C'est une nouvelle vision qui naît. Un nouveau Kakashi. Celui qu'on connaît aujourd'hui, celui qui croit qu'un autre monde shinobi est possible, parce qu'Obito y croyait. C'est beau. Ouais. Kakashi et Lin, sur le point de se faire encercler par les renforts ennemis, sont sauvés au dernier moment par Minato qui éclate tout le monde en un éclair. Trop tard hélas pour sauver Obito. Ainsi prit fin la troisième grande guerre des shinobi, ce long conflit qui avait vu tant d'anonymes tomber au combat. Mais dans le même temps, il avait vu des héros inscrire leur nom dans l'histoire. Et le jour de la bataille du pont Kanabi, une légende était née, celle de deux héros pupilles magiques, l'un a son nom gravé sur une stèle au cœur du village, la renommée du second, surnommé Kakashi, l'homme au Sharingan, a dépassé les frontières. On ne s'en rendait pas compte à l'époque, mais Kakashi Gaiden permettra de poser énormément de bases conceptuelles et thématiques qui serviront le récit que nous présentera Kishimoto dans la suite du manga, la partie qu'on appellera Naruto Shippuden. Mais ça, nous en parlerons dans les prochains épisodes de Narutologie. Naruto, c'est la vie. Ouais.